suis Marine Lejeune, consultante et formatrice en RSE à l'agence Déclic. On est ravis d'accompagner aussi ce parcours transition, cette troisième édition, en tout cas d'y contribuer. Et donc l'idée là, c'est de pouvoir vous présenter un peu les basiques de la RSE, vous donner envie d'en savoir plus parce que c'est un sujet passionnant et vous donner déjà des clés de compréhension de quoi on va parler. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis Erwan Chagnot, donc je suis délégué régional de l'AFNOR en région Bretagne et je suis également auditeur qualité, sécurité, environnement et évaluateur RSE pour le groupe AFNOR. Donc j'interviens avec l'équipe BDI et tous les partenaires pour faire cette promotion de la RSE et vous accompagner dans vos politiques. Alors, c'est moi qui suis le gardien des slides. On commence par cette petite introduction, Marine, sur le rendez-vous clair. Exactement, je vais pouvoir réexpliquer. L'idée, c'est que ce soit participatif. Vous êtes une trentaine, donc malheureusement, on ne pourra pas faire le tour de table de chacun, mais on voulait un peu plus connaître aussi vous, vos attentes, déjà votre niveau de connaissance du sujet de la RSE, votre perception. Donc, on vous propose de passer sur Klaxoon là, pour un petit temps justement d'échange via Klaxoon. Donc, je vous ai mis dans la discussion le lien pour se connecter. Vous avez juste à mettre votre prénom, nom, votre pseudonyme. Et j'ai déjà lancé, je vois qu'il y a déjà des super contributions, merci. J'ai lancé la première activité sur que représente la RSE pour vous en un mot. L'idée, c'est de faire un beau nuage de mots ensemble. Ça peut être des définitions, ça peut être peut-être des sujets, des thématiques qui font partie de la RSE, peut-être des questions aussi que vous pourriez avoir sur la RSE. Donc, je vous laisse le temps de vous connecter. Je suis disponible s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des questions. Vous pouvez poser vos questions également en direct sur l'onglet discussion, hein, si vous le souhaitez. On essaiera de les lire pendant notre présentation. En effet, on a préparé des éléments, mais l'idée, c'est que ce soit aussi que ça corresponde à vos attentes. Ok, on a déjà des beaux mots qui se forment. Donc, pour pouvoir vous connecter à l'activité, il faut cliquer sur l'activité, sur le menu d'accueil. Elle s'affiche bien en rose. Vous pouvez la retrouver, donc ce nuage de mots. Donc, je peux commencer à lire un peu. Merci pour ces premiers éléments. On l'a en anglais aussi, Sustainable Development, avenir durable, l'écologie, économie durable, engagement, envie d'en savoir plus, bienvenue alors, environnement, essentiel, ok, humain, l'impact, en effet, des notions essentielles en RSE, important, intégration. Oui, on reparlera aussi des différents niveaux d'intégration de la RSE. Avenir de nouveau, respect, responsabilité, responsable, le sens, la soutenabilité, ouais, avec durable aussi, qu'on peut aussi utiliser comme ça. Systémique, ouais. Moi, c'est exactement pour ça que j'aime autant ce sujet pour la systémie. L'empreinte, entreprise responsable, collectif, résilience. Ok, ça nous fait déjà des beaux termes. Je vais remettre le lien pour les personnes qui nous ont rejoints. Bienvenue à tous et toutes. C'est parfait. Merci pour ces éléments. C'est une rapide introduction pour se mettre sur le sujet. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est un sondage pour mieux comprendre vos attentes et aussi votre niveau de connaissance. Parce que comme ça, avec Erwan, on va pouvoir ajuster aussi la présentation. De plus en plus de personnes connaissent la RSE. C'est vraiment aussi le constat qu'on fait que ça y est, le sujet n'est plus nouveau et ça fait vraiment plaisir de voir que c'est de plus en plus intégré, que c'est presque naturel, en tout cas de plus en plus, de parler de ces sujets de RSE. Et du coup, on va aussi adapter par rapport à vous, si vous êtes déjà expert sur certains points. Peut-être nous, on va aller plus loin sur peut-être la question d'intégration aussi de ces enjeux. Donc là, c'est avec un niveau d'étoile. Est-ce que vous découvrez le sujet, vous ne connaissez même pas le terme RSE, ou est-ce que vous êtes déjà, comme je disais, expert? Et là, c'est 5 étoiles. On continue notre tour de table Zoom. C'est ça, exactement. Klaxoon. Je remets, parce que je vois qu'il y a des nouvelles personnes. Nous sommes 34 connectés.
C'est pas toujours évident d'évaluer son niveau. Je sais que ça, je dirais qu'on est autour de 2, 3. Là, c'est plus pour nous, juste un peu voir la moyenne globale des participants. Okay, je vais pouvoir clôturer le sondage. Alors, en termes de niveau de connaissance, on a une moyenne du groupe de 2,7. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que certains connaissent quand même déjà bien le sujet. Et ce sera intéressant de, peut-être, si vous voulez poser d'autres questions, des personnes qui sont là aussi pour apprendre, effectivement, tout à fait. Très bien. Je regarde un peu vos commentaires. Les connaissances théoriques, mais aussi la question opérationnelle. Donc ça, c'est intéressant pour nous de savoir que voilà, vous voulez aussi passer à l'action. Et c'est ce que disait Erwan tout à l'heure, hein, qu'on connaît la RSE de plus en plus, mais après, la marche à franchir, c'est qu'est-ce qu'on met en œuvre pour avoir de l'impact positif ou minimiser les impacts négatifs. Sensibilisation, pouvoir sensibiliser. Très bien. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire? Là aussi, c'est pour nous aider à savoir finalement ce que vous êtes venus chercher aujourd'hui. On se rend compte au niveau, j'allais dire régional, voire national, que la prise de conscience s'est faite auprès d'un plus grand nombre, on va dire, d'organisations. Aujourd'hui, il y a une vraie volonté de mettre en œuvre des actions et les entreprises cherchent à savoir par quel bout prendre le sujet. Donc, il y a une volonté, une envie de faire, mais maintenant comment, quoi. Donc, notre rôle à nous, c'est un peu aussi de vous aiguiller, vous donner quelques pistes, quelques informations pour passer le pas, en fait, et passer de la réflexion à l'action. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec notamment Parcours RSE, avec Bretagne Développement Innovation. Et j'espère que suite à ce webinaire, on aura des entreprises on va donner envie à des entreprises d'aller plus loin. De se lancer et de structurer cette démarche. Merci Erwan et merci pour les réponses. Alors, dans l'ensemble, vous voulez vous inspirer de bonnes pratiques. Ok, c'est intéressant à savoir. Avoir aussi, ça revient à ce que tu dis, Erwan, hein, d'avoir des exemples concrets de finalement la RSE, c'est quoi dans une entreprise. Donc, on vous montrera les différentes thématiques qu'il y a derrière cette RSE avec les bonnes pratiques. De connaître les définitions de la RSE, ça on sent que vous êtes, je pense, déjà informés par rapport à ça. Donc, pour nous, c'est bien de le savoir. Comprendre les thématiques traitées et découvrir le parcours transition. Oui, on vous conseille vraiment de découvrir ce beau parcours. Parfait. Merci pour ces retours. Ça nous aide, nous aussi, à adapter le niveau d'explication sur notamment les définitions. Et justement, on va voir si vous connaissez déjà la RSE. On a eu une moyenne de 2,7. Là, j'ai lancé le quiz de la RSE en 5 questions. Déjà, de savoir ce que signifie le cycle RSE. Est-ce que tout le monde sait ce qui se cache derrière ces 3 fameuses lettres RSE? Donc, on dit bien la RSE et non le RSE. On l'entend de moins en moins, mais c'est bien RSE, la RSE. On commence doucement pour démarrer. OK. Donc, c'est bien responsabilité sociétale de l'entreprise. Et pour les personnes qui ont répondu responsabilité sociale et environnementale, c'est normal aussi. Parfois, on entend ça, mais la définition officielle, c'est bien responsabilité sociétale de l'entreprise, car ça englobe un grand nombre de sujets. Et on reviendra sur cette définition ensuite. Et Resto Saucisse, son entreprise, je vois que quelqu'un a choisi aussi celle-là. Peut-être des groupements.
Donc, la question suivante, c'est à votre avis, à quel type d'entreprise la RSE s'adresse avant tout? Et c'est vrai que c'est aussi une question qu'on aurait pu poser, hein, de savoir dans quel type de structure vous êtes aussi. Donc, ça va assez vite, là. Je vois que la barre progresse vite. OK. Donc, effectivement, la RSE, elle s'adresse à toutes les organisations. Quand on parle de RSE, on entend entreprise, mais on peut aussi parler de RSO, responsabilité sociétale des organisations. C'est tout à fait possible, même en collectivité, de pouvoir se lancer en RSO ou en association. Donc, c'est en fait un grille de lecture qui, à chaque fois, est adapté aux enjeux de la structure. Donc, finalement, c'est notre méthodologie, mais tout le monde peut progresser sur ces enjeux de RSE. Donc, bravo à vous pour cette réponse. Et à votre avis, quels sont les enjeux qui sont prioritaires quand on parle de RSE? Où est-ce qu'il faut mettre l'accent, selon vous? Attention, c'est une question piège, hein. J'aime bien les questions pièges. OK. Donc effectivement, en RSE, c'est vraiment cette idée de systémie, hein, dont vous avez parlé tout à l'heure et de transversalité. La RSE, elle s'adresse à l'ensemble des domaines ici cités et on reverra ça avec les 5 piliers, le social et l'environnement bien entendu, mais on a aussi la dimension économique pour une notion de pérennité et aussi comment on est implanté sur les territoires et la notion de gouvernance aussi. Donc on reviendra sur ça, mais c'est aussi la force de la RSE, c'est une démarche RSE, elle est complète si on s'adresse à tous ces sujets. Alors, on le verra, hein, il y a autant d'enjeux RSE que finalement d'entreprises ou d'organisations. Vous verrez, on vous expliquera un petit peu la démarche. Bien évidemment, il faut couvrir le spectre du social et de l'environnement. Mais après, en fait, toute la démarche initiale va consister à identifier et prioriser ces enjeux. Merci, Juan. On verra en effet comment on priorise. Et donc là, la question, c'est quel est le lien entre la RSE et le développement durable? Ok. Effectivement, la RSE, c'est l'application du développement durable dans l'organisation et on verra ce que ça implique et aussi quelle définition on peut avoir du développement durable, comme c'est une notion qui est de plus en plus galvaudée ou critiquée et on verra comment on peut s'en inspirer pour être dans cette logique d'amélioration continue dans les organisations. Et à votre avis, est-ce que la RSE peut accroître la performance d'une organisation? Je vais pouvoir clôturer la question. Est-ce qu'il y a un lien entre RSE et performance, à votre avis? Donc oui, effectivement, il y a un lien entre RSE et performance. On verra dans quelle mesure c'est possible, avec quels indicateurs on peut aussi mesurer ça, ce levier de performance, et de voir comment ça peut aussi être dans cette logique d'amélioration continue, comme je disais tout à l'heure. Tout à fait. Merci pour les éléments. On a fini la partie klaxon.
Vous pouvez repasser sur Zoom, où Erwan a toujours partagé l'écran. Merci pour ces réponses. Ça nous aide aussi à mieux vous connaître. Très bien. Démarrons, Marine. C'est parti. Let's go. Donc, on va démarrer avec plutôt une partie sur les définitions, de reprendre un peu les bases, de comprendre finalement ce qu'on entend par RSE. Et puis avant ça, la notion de développement durable. Alors, comme je disais, c'est une notion qui peut être assez critiquée pour cette notion de développement, mais quand on reprend vraiment la définition du rapport Brundtland de 1987, moi je trouve que c'est toujours autant d'actualité, puisque c'est l'idée d'un développement qui permet de satisfaire des besoins des générations présentes sans compromettre aux besoins des générations futures. Et cette question de temporalité, moi je la trouve très intéressante pour prendre les bonnes décisions aujourd'hui. J'aime bien dire que c'est comment on est des bons ancêtres. Comment, en fait, on pense que les actions qu'on va avoir aujourd'hui vont avoir des impacts dans le futur. Donc, cette notion-là, elle peut se retrouver avec ce schéma-là que nous, on présente pour expliquer en fait l'articulation entre ces trois piliers. Le pilier social est au centre. Alors, ça peut être vu comme assez anthropocentré, dans le sens où on met l'humain au centre, mais c'est intéressant dans la dimension RSE de dire qu'on fait tout ça pour satisfaire aux besoins humains. On est là pour la justice sociale, l'égalité des chances. Et pour ça, on a besoin de l'économie, qui est juste un moyen. Ce n'est plus la finalité dans l'entreprise, c'est notre moyen pour répondre à ces besoins humains. Et on a bien entendu besoin de l'environnement, puisqu'on fait partie du vivant. On a besoin de préserver nos limites planétaires, nos ressources naturelles, on pourra reparler de ça, et de se rendre compte justement qu'il y a cette interdépendance avec le vivant. Et tout ça, ça s'imbrique ensemble dans cette logique-là, où le social, c'est notre objectif. On n'oppose pas les sujets. Si on parle de changement climatique, on a besoin de parler de justice sociale, puisque les personnes qui sont les plus impactées par le changement climatique, c'est aussi celles qui sont plus en précarité. Donc le social, c'est notre objectif. L'économie, c'est juste devenu le moyen. Et l'environnement, c'est notre condition. C'est là où on est. Et donc, c'est à prendre en compte dans toutes nos décisions. Et il y a vraiment aussi une logique de temporalité, comme je disais tout à l'heure, de long terme, de penser aujourd'hui aux actions qui vont avoir un impact demain. Et aussi de l'espace, de dire que moi, ce que j'aime avec la RSE, c'est qu'on a tous un pouvoir d'agir au niveau local et ça va avoir aussi des conséquences au niveau global. Donc, on va pouvoir répondre à notre échelle à des enjeux qui sont plus globaux. Tout à fait. Pour compléter peut-être ce que dit Marine, alors bien évidemment, la RSE, la finalité, c'est pas de compromettre l'avenir pour les générations futures. Et à plus court terme, c'est également de pouvoir assurer la pérennité finalement des activités économiques. On se rend compte, moi, lors de ma dernière évaluation, à titre d'exemple, un grand producteur d'électricité qu'on connaît bien en France, qui travaille aujourd'hui sur sa résilience, la résilience de son outil de production, parce qu'aujourd'hui, si on n'intègre pas une approche systémique, une prise en compte de l'environnement global de son entreprise, on se retrouve face à des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, au bord des grands fleuves, un groupe comme EDF travaille sur le réaménagement de la ripisylve. Alors, la ripisylve, c'est tout l'écosystème, la végétation autour des rivières, des fleuves, pour pouvoir réguler le débit et la température des effluents liquides qui vont leur permettre de refroidir leurs installations. Donc aujourd'hui, avec le changement climatique, notamment en période de sécheresse, ils ont de plus en plus de problèmes de qualité de l'eau, notamment en termes de température. Et donc, ils sont obligés d'intégrer cette approche systémique, c'est-à-dire travailler sur la biodiversité et leur environnement pour pouvoir pérenniser le fonctionnement de leurs activités industrielles. Donc, on voit bien que la prise en compte on va dire, de la RSE, de l'environnement au sens large, est un enjeu à long terme, mais également aujourd'hui, on est arrivé sur des enjeux à très, très court terme, en fait. Merci, Erwan. Je trouve que c'est exactement ça, la question de développement durable. C'est plus une notion de pérennité plutôt que se développer pour se développer. C'est plus développer des solutions pour répondre à des besoins sociaux et des problématiques environnementales. Tu me donnes ton go, Marine, quand tu veux que je passe à la slide C'est bon, suivante. tu peux, Erwan, merci.
Justement, la grille de lecture qu'on peut voir avec les objectifs de développement durable, c'est les ODD, donc, qui datent de 2015, qui ont été définis par les États membres des Nations Unies. Et c'est aussi une grille de lecture qu'on peut utiliser, que ce soit en entreprise, en collectivité, en université, en association. C'est vraiment un langage universel qui a été créé en 2015 pour justement qu'on ait conscience des objectifs à atteindre d'ici 2030. Avec cette grille de lecture, on retrouve nos 3 piliers du développement durable. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais c'est intéressant aussi pour vous de les connaître parce que ça peut être utilisé notamment quand on se questionne sur l'utilité de notre entreprise, de voir cette grille de lecture, de se dire, bah, tiens, en travaillant sur l'innovation, je vais avoir un impact sur le DD 9, sur l'innovation, l'infrastructure. Si on parle d'aménagement du territoire, ça va être le 11 sur ville et communauté durable. Donc, ça aide aussi à se rendre compte de ce qu'on peut apporter en termes d'impact positif pour la société. Alors, c'est extrêmement intéressant, hein, ces objectifs, on les appelle les ODD, hein, parce qu'en fait, pour votre information, donc aujourd'hui, on a dans ce qu'on appelle la hard law, qui est, on va dire, des réglementations européennes, nationales, qui encadrent, j'allais dire, l'ensemble des thématiques de la RSE à travers des réglementations comme le Code du travail, le Code de l'environnement, etc. Il y a également un certain nombre de protocoles d'engagement, on parle là, on va dire plutôt de soft law, et les Nations Unies ont fait la promulgation et la promotion de ces 17 ODD qui finalement font un peu la synthèse de l'ensemble des engagements pris depuis plus d'une trentaine d'années, on va dire. Ils permettent de voir aussi cette transversalité entre les sujets, encore une fois, de ne pas opposer l'environnement, le social. Donc, c'est une grille qui est intéressante pour vraiment se plonger sur ces sujets aussi de transition environnementale et sociale. Tout à fait. Ces objectifs, hein, peuvent être pris à l'échelle des pays, des nations, à l'échelle des territoires, des collectivités et à l'échelle des entreprises. Exactement. Et on va pouvoir justement faire le lien avec finalement comment ces objectifs de développement durable, le développement durable, peut être traduit dans les entreprises ou les organisations. Tu peux passer à la suite, Erwan, si tu veux. Super, merci. Donc, c'est là où on arrive justement à la notion de RSE. Donc, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Finalement, c'est l'ensemble des pratiques qu'on peut mettre en place quand on est une organisation, notamment une entreprise, pour respecter les principes du développement durable. C'est les respecter de manière volontaire, d'aller plus loin que la réglementation, même si on va voir que la réglementation est en train de beaucoup évoluer et va obliger les entreprises à aller beaucoup plus loin sur ces sujets-là que précédemment. Donc, si on reprend nos 3 piliers du développement durable, la RSE, c'est de pouvoir être économiquement viable. Erwan parlait tout à l'heure de pérennité. Quand on accompagne sur la RSE, on va se poser des questions de l'avenir des modèles économiques par rapport à des conditions qui évoluent, d'être sûr qu'on s'adapte bien aussi à des nouvelles problématiques de parties prenantes. Donc, c'est vraiment cette question-là de économiquement viable. Si on reprend le pilier social, c'est comment on peut avoir un impact positif sur la société. Quand je parlais d'utilité, c'est vraiment ça aussi. En RSE, on voit la responsabilité, mais il y a aussi la notion d'utilité. Comment faire en sorte que toutes les entreprises, demain, aient une utilité, répondent à des besoins sociaux ou des besoins environnementaux. Et bien entendu, c'est mieux respecter l'environnement. C'est aussi comment on intègre la notion du vivant, la notion de préservation de la biodiversité dans toutes nos décisions, que ce ne soit pas à côté, mais que ce soit partie intégrante de nos réflexions et de notre manière de voir l'avenir. Donc, en fait, hein, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, bon, la RSE impacte ou concerne, on va dire, les organisations, les entreprises, mais pas uniquement. En fait, l'idée également, c'est d'avoir un impact positif sur son territoire, sur son écosystème, pour être dans une logique gagnant-gagnant. Cette notion, elle est essentielle. Je voyais qu'on avait une question. Merci Régis pour la question. C'était cette classification a été plutôt faite à une grande échelle, plutôt État et nation. Quid de la déclinaison à une échelle plus fine d'une organisation? J'ai été confrontée à des retours où les ODD ne sont vus que comme des tranches, des compartiments, où les uns et les autres piochent des bonnes pratiques.
Oui, c'est une bonne question, en effet, sur comment on intègre les ODD dans cette méthodologie plus d'une organisation. Nous, la manière dont on le fait, c'est que les ODD sont intégrés dans notre manière d'accompagner de manière structurée l'entreprise. Donc, je vous remontrerai ça. On l'utilise par exemple sur la raison d'être. On utilise les ODD pour trouver la raison d'être d'une organisation. Ça peut être de prioriser quand même sur certains ODD, pas se dire Mm. bah, c'est une liste, un catalogue. Je dis que ce n'est pas un catalogue de bonnes pratiques, les ODD, c'est plus de dire bah, sur quoi on va avoir le plus d'impact. Donc là, ça fait lien avec la matrice des enjeux. Mm. Je ne sais pas, Erwan, si tu veux compléter aussi. Tout à fait, tout à fait. Alors, pour compléter ce que dit Marine, c'est les ODD, à l'instar de l'ISO 26000, vous donne un cadre, vous donne une direction. Après, chaque entreprise va identifier quels sont ses propres enjeux, hein, en analysant ses process, en analysant, en examinant sa raison d'être, ses parties prenantes, ses besoins attentes. Et à partir de là, vous pouvez vous appuyer justement sur des enjeux internationaux, nationaux, territoriaux, qui sont déclinés sous la forme des ODD, pour pouvoir adapter, pour pouvoir construire votre politique RSE en cohérence avec ces éléments. Bien évidemment, une approche RSE, on ne vous demande pas forcément d'être exhaustif et d'avoir un objectif ou une ambition spécifique sur chacun des ODD, mais c'est bien de croiser un peu comme une grille de matérialité finalement, de croiser vos propres enjeux avec les enjeux, on va dire, mondiaux, internationaux, pour pouvoir donner du lien, du sens et de la cohérence. Merci beaucoup, Erwan, et merci, Régis, pour la question. N'hésitez pas, hein, s'il y a d'autres questions, on regarde la discussion avec plaisir. Alors, donc on a vu la définition, en tout cas le principe de la RSE par rapport au développement durable. Et si on reprend la norme ISO 26000, qui est notre norme de référence en RSE, c'est l'idée de responsabilité d'une organisation vis-à-vis des impacts de ses décisions et activités sur la société et sur l'environnement. Donc là, dans cette définition, qui est très simple, il y a déjà beaucoup d'éléments importants à connaître. La question de responsabilité, bien entendu, d'avoir conscience qu'une entreprise, elle a cette responsabilité par rapport à son écosystème. Et la notion d'impact, qui est aussi essentielle, de se rendre compte de ces impacts-là. Et décision et activité, dans décision, on peut voir la partie gouvernance, de prendre en compte ces enjeux environnementaux et sociaux dans nos décisions. Et les activités, c'est aussi la question de modèle économique des produits et services, la manière dont on va le faire et ce qu'on va proposer. Alors, la norme ISO 26000, d'où est-ce qu'elle vient cette norme? Alors, l'ISO, hein, tout d'abord, c'est l'Organisation internationale de normalisation. Donc, ça regroupe l'ensemble des pays à l'échelle planétaire et notamment l'ensemble des parties prenantes intéressées par le sujet de la RSE, à travers notamment représentés par les organismes nationaux de normalisation dans chacun des pays. Pour la France, c'est l'AFNOR, hein, l'Association française de normalisation. Et à partir de là, l'ISO 26000 est, j'allais dire, construite et créée par l'ensemble de ses parties prenantes. Et on peut dire que c'est un guide. C'est un guide, c'est un document de référence qui a repris l'ensemble des définitions de la RSE pour les harmoniser et les partager. Et puis également qui explique et qui donne des informations très intéressantes sur les questions centrales, c'est-à-dire les thématiques autour de l'environnement, la santé, l'éthique, etc. Et puis également qui donne des idées de ce que l'on appelle des domaines d'action. Il y a une bibliothèque de domaines d'action qui peuvent des domaines d'action que vous pouvez aller puiser, chercher pour avoir des idées, pour trouver des opportunités pour votre propre organisation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la norme ISO 26000, c'est vraiment le document de référence sur la mise en œuvre d'une politique RSE au sein d'une organisation. Merci, Erwan. Et en effet, je pense que cette notion de référentiel, quand on parle de transition, elle est essentielle pour qu'on soit tous finalement sur le même niveau de connaissance ou savoir de quoi on parle. Et c'est vrai que cette norme, elle est vraiment, pour moi, précieuse pour savoir comment on structure cette démarche-là. Et on peut passer à la suite. Merci beaucoup, Erwan. Donc finalement, quand on parle de RSE, il y a différents enjeux derrière cette notion-là.
Déjà, bien entendu, la RSE, elle est là pour apporter des solutions face aux problématiques environnementales. C'est clairement la base. Je ne vais pas non plus développer trop les enjeux environnementaux, mais plus de se dire qu'on a des limites planétaires. Donc si vous ne connaissez pas les limites planétaires, je vous invite à aller voir à quoi ça correspond. Ça a été théorisé par des chercheurs au Stockholm Resilience Center qui montrent, en fait, qui modélisent qu'on a des limites planétaires avec des seuils à ne pas franchir. Et ça permet de se rendre compte que où est-ce qu'on en est en termes d'auteur de ces enjeux-là. Donc, on parle beaucoup du changement climatique. C'est essentiel d'en parler. Mais il y a aussi d'autres notions quand on parle d'environnement. Il y a la notion de biodiversité, où on est vraiment avec un fort déclin de la biodiversité. Il y a la notion de sol, il y a la question de pollution. Donc, tout ça, en fait, en RSE, on va le traiter. On va pouvoir dire où est-ce qu'on a plus d'impact au niveau environnemental et comment on va pouvoir réagir par rapport à ça. Donc, selon les entreprises qu'on va accompagner, je travaille beaucoup avec des entreprises de services, c'est plus la question de la mobilité. Parfois, dans des entreprises plutôt d'industrie, ça va être d'autres thématiques, plutôt de préservation des ressources. Donc, tout ça, en fait, c'est traité en RSE. C'est aussi l'occasion, quand on parle de RSE, d'alerter par rapport à ces problématiques environnementales. Et c'est aussi une manière justement de ne pas se sentir impuissant quand on regarde la limite planétaire ou les enjeux, par exemple, climatiques. On peut se sentir impuissant par rapport à ça. La RSE, elle est là aussi pour vous donner des repères, vous dire comment agir, comment concrètement vous pouvez avoir des leviers et de changer la donne par rapport à ce sujet, ou juste anticiper aussi les conséquences de certaines problématiques environnementales. Alors, c'est une réflexion qui est toujours un petit peu complexe parce qu'on se demande comment, à notre échelle de petites organisations, de PME, de TPE, d'ETI, comment faire pour agir localement par rapport à des réponses globales. Donc, c'est une vraie réflexion qu'il faut engager. Pour ma part, moi, je fais des évaluations auprès d'entreprises depuis pas mal d'années déjà. Et on commence, au-delà de la prise de conscience, à avoir des actions qui sont mises en œuvre pour protéger l'environnement, pour, comment dire, diminuer ses consommations, notamment en matière énergétique. Enfin, il y a de nombreuses actions qui peuvent être mises en place au sein des entreprises pour répondre à ces enjeux qui peuvent paraître parfois un petit peu trop globaux ou en dehors euh, de ces problématiques, j'allais dire, personnelles d'entreprise. En plus des enjeux On y environnementaux. reviendra hein, sur ce sujet, mais bah, comment? Je On y reviendra disais, sur ces sujets, mais voilà, bon, aujourd'hui, on voit bien la raréfaction des ressources naturelles, la crise qu'on traverse aujourd'hui sur la crise énergétique. Bon, on voit que tout ça vient impacter directement le fonctionnement de nos organisations. tout à fait. Et en plus de la dimension environnementale, en effet, comme dit Juan, on reviendra sur ça, sur les thématiques derrière l'environnement. Mais c'est aussi, on parlait de transversalité aussi, c'est aussi une manière de répondre à des attentes de parties prenantes. Les parties prenantes, finalement, c'est tous les acteurs qui peuvent influencer ou être influencés par vos décisions et vos activités. Donc, sous tout l'écosystème de l'organisation. Et avec la RSE, il y a cette ouverture qui est intéressante, il y a ce dialogue qui va se faire avec ces parties prenantes. Dire, bah, tiens, mes parties prenantes, elles ont des attentes spécifiques, elles ont peut-être aussi des évolutions par rapport à la consommation, un rapport à la consommation différente, un rapport au travail aussi qui évolue. Et tout ça, avec la RSE, on va aussi l'étudier. Donc ici, justement, les images, c'est le fait que notre consommation a évolué. Les consommateurs sont plus attentifs à ces enjeux-là, puisqu'ils sont plus informés. Mais ça peut être aussi un enjeu de marque employeur. Clairement, la notion de marque employeur en RSE, elle est essentielle. Moi, je vois de plus en plus en intervenant avec des étudiants qu'ils ne veulent plus travailler avec des entreprises qui n'ont pas d'utilité. Parce que, en fait, ce rapport au travail, pour eux, c'est aussi une notion de sens. Je parle des étudiants, mais je le vois aussi avec des personnes qui sont en reconversion. Je fais beaucoup d'entretiens métiers et qui se disent, bah voilà, moi j'ai envie que mon métier, il a un sens, que ça réponde à des enjeux environnementaux et sociaux parce que j'ai eu une claque de prise de conscience et maintenant j'ai envie d'agir, j'ai envie d'être un acteur de cette transition. Et donc ça, c'est un vrai sujet, nous, dans les entreprises qu'on accompagne, quoi, cette notion de marque employeur et aussi de ouverture avec les consommateurs, que les consommateurs aussi ne soient plus des clients, mais qu'ils soient en fait à co-construire les offres et les services. Donc c'est un changement de relation avec les parties prenantes qui s'opère, qui je trouve est très intéressant en termes d'ouverture.
Tout à fait. Et pour aller dans le sens de ce que dit Marine, rien ne se fait en RSE sans écouter et aller au-devant des parties prenantes. On voit bien, hein, je parle souvent du syndrome gilet jaune. On part sur une action que l'on veut faire pour le bien de la planète, mais qui se fait sans gouvernance, qui se fait sans écoute réelle des parties prenantes, et c'est finalement mal accepté par la population, et les choses sont freinées, voire bloquées. Donc, cette approche, hein, de toute façon, l'ISO 26000 le préconise, les premières étapes à mettre en œuvre dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique RSE, c'est identifier ces enjeux, écouter ces parties prenantes. Merci, Erwan. Donc, on verra en effet cette notion dans la méthodologie aussi de comment on peut écouter nos parties prenantes. Et c'est toujours très bien perçu en plus par ces parties prenantes. Moi, c'est ça que j'aime aussi, c'est de me rendre compte que quand on interroge les parties prenantes, des clients qu'on va accompagner, ils sont toujours très bien réceptifs et ils nous accueillent très bien à chaque fois. La RSE aussi, c'est un levier pour innover, pour créer de la valeur sur le territoire. C'est cette question-là d'innovation pour un territoire. Bah, c'est vraiment l'objet aussi là, avec ce qu'on fait avec le parcours transition. Hein. Il y a de l'innovation, de la co-création avec différents acteurs de la RSE qui dialoguent ensemble et du coup qui innovent pour la valeur pour le territoire, de vous offrir finalement des ateliers sur des thématiques très variées avec des acteurs différents. Bah, c'est aussi une question de valeur pour le territoire. Et pour ça, on parle de plus en plus des nouveaux modèles économiques. Ici, par exemple, c'est la notion d'économie circulaire. C'est comment on va aussi faire différemment, produire différemment hein, nos activités avec cette question de passer d'une économie linéaire où on va finalement avoir le cycle de vie du produit, on l'utilise qu'une fois et après le produit il ne sert plus à rien. Là, la question d'économie circulaire, c'est comment on va à chaque temps de la fabrication du produit, réfléchir à intégrer ces enjeux environnementaux et sociaux. Donc ici, on voit il y a la notion d'approvisionnement durable, la question de nos ressources, comment on va pouvoir avoir des ressources qui soient durables, l'éco-conception après, là aussi la question de écologie industrielle et territoriale, sur comment on peut aussi coopérer sur un territoire pour utiliser peut-être des rejets ou des déchets d'une entreprise qui seraient des ressources pour une autre. Donc comment on se met en réseau aussi. On peut parler aussi de l'économie de la fonctionnalité, où de plus en plus, on n'a pas besoin d'acheter. On peut plus avoir la question d'usage plus que de propriété. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se développe vraiment en entreprise, avec des entreprises, par exemple Decathlon, qui est beaucoup plus sur la location, qui est sur cette économie de la fonctionnalité, que la vente plutôt et l'achat. Et aussi, au niveau des consommateurs, forcément, ça va évoluer aussi, puisqu'on va augmenter la durée de vie d'un produit, un produit qui va être responsable en plus. Donc, on peut parler, par exemple, ici des 3 R, le réemploi, la réapparition et la réutilisation. Et c'est ce qui va permettre justement d'avoir moins besoin d'aller reconsommer des produits neufs et donc diminuer la pression sur les ressources naturelles. Et avoir un impact aussi au niveau justement social hein, pour peut-être permettre d'augmenter le pouvoir d'achat. Donc on voit de nouveau hein, que tous ces piliers ils sont imbriqués ici par cette question de nouveaux modèles économiques. Alors, cette notion d'économie circulaire, hein, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment en pointe actuellement. Des gros sujets sur lesquels travaille bien évidemment le gouvernement et puis les entreprises. Hein, pour moi, bon chimiste de l'environnement, je dirais, selon la fameuse loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Aujourd'hui, on arrive aux limites comment dire, des ressources naturelles, des matières premières. Donc, ça devient aujourd'hui fondamental, prioritaire de s'engager, de s'inscrire dans une démarche de circularité pour pouvoir limiter cet effet de raréfaction de ces ressources. Moi, je vous donnerai un exemple, vous devez connaître Nexans, hein, c'est une belle entreprise française, un groupe international qui fabrique des câbles pour transporter de l'information ou de l'énergie. Et aujourd'hui, il travaille énormément sur la réutilisation des vieux câbles qui servent pour le transport d'électricité, notamment pour récupérer le cuivre, pour refabriquer des nouveaux câbles. Parce qu'aujourd'hui, il y a
y a une pénurie de cuivre et même à l'échelle de grands groupes comme Nexans, ils sont obligés maintenant de s'inscrire dans cette logique d'économie circulaire. Merci, Erwan. Et puis, on peut passer à la suite. Et finalement, la RSE aussi, c'est une manière, c'est pas une baguette magique, mais en tout cas, c'est une manière de pouvoir aussi plus facilement s'adapter par rapport à des enjeux de crise, par rapport à un contexte en pleine mutation. Et tout à l'heure, quelqu'un avait cité la notion de résilience. Et clairement, on l'a vu. Nous, on l'a vu déjà pendant ce qu'on a pu connaître avec le Covid-19 et actuellement aussi, que en fait, la RSE, elle est là aussi pour apporter des réponses à un monde complexe. Moi, c'est ça que je vois à chaque fois quand je présente la sensibilisation auprès d'entreprises, une sorte de soulagement de un peu mieux comprendre ces enjeux qui sont tous croisés, qui sont à une certaine hauteur en plus de complexité. Donc finalement, la RSE, elle est là aussi pour apporter des repères. C'est un outil d'aide à la décision finalement, même si ça ne résout pas tout. On ne peut pas, bien entendu, mais en tout cas, c'est aussi la RSE pour moi un état d'esprit. C'est changer aussi de regard par rapport aux entreprises et de voir comment l'entreprise peut s'adapter par rapport à cette mutation. Donc là, c'est des éléments, mais je pense que de toute façon, on pourra envoyer le support avec des ressources pour expliquer comment en fait une entreprise résiste mieux à une crise et qu'il y a des données en fait qui montrent ça, notamment avec les classements en bourse, l'ESG. Donc c'est finalement l'équivalent en RSE, la question de environnement, social, gouvernance. C'est les entreprises qui ont un meilleur classement au niveau ESG sont aussi celles qui ont mieux résisté par rapport à la crise. Donc ça, on a quelques données sur ça. Et aussi, la RSE, c'est aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus de dialogue avec nos parties prenantes. Et je pense que ça, c'est un vrai levier de résilience aussi. Si en niveau social, on a un projet d'entreprise qui a été co-construit, qu'on a une fierté d'appartenance, qu'en plus, on a une relation de confiance avec nos acteurs économiques, nos clients, mais aussi nos fournisseurs, pour moi, c'est essentiel aussi, ça fait qu'on va être beaucoup plus aussi en capacité de s'adapter parce qu'il y a cette question de relation gagnant-gagnant qui est là, pas de mettre de pression par rapport à nos parties prenantes, ce qui fait que du coup, on va être plus solidaire et plus, c'est ça, imbriqué pour affronter ces enjeux dans l'avenir. Et la RSE, c'est aussi un sujet d'actualité au niveau de la réglementation. Donc, on voulait faire le focus sur deux éléments avec Erwan, la loi Pacte, et puis après, Erwan vous présentera aussi la nouvelle directive, la CSRD, parce que c'est un gros sujet pour les entreprises et c'est une belle progression. Là, vraiment, nous, on le voit en quelques années à quel point la RSE a évolué par les prises de conscience, mais aussi par la réglementation. Moi, je dis toujours que j'ai vu un après, après la loi Pacte. C'est une loi qui date de 2019. C'est la loi pour la croissance et la transformation des entreprises. Et elle a vraiment aidé aussi à montrer comment les entreprises doivent prendre en compte ces enjeux sociaux et environnementaux. Donc ça, c'est en fait, on a 3 niveaux d'engagement dans la loi Pacte pour favoriser la RSE. Le premier, c'est ce que je viens de dire, c'est comment en fait toutes les entreprises maintenant sont obligées de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. C'est dans le code civil, c'est plus symbolique, il ne va pas y avoir de punition si les entreprises ne le font pas, mais c'est un repère de se dire que l'entreprise, elle ne doit pas avoir seulement une finalité économique, mais elle a aussi cette obligation de faire attention à ces enjeux sociaux et environnementaux. Et ensuite, il y a des entreprises qui vont encore plus loin. Et la loi Pacte a permis de faire aussi une certaine reconnaissance par rapport à ces engagements-là, de pouvoir définir notamment une raison d'être. La raison d'être, c'est le pourquoi de l'entreprise, c'est l'utilité dont je vous parlais tout à l'heure. Moi, je pense vraiment que la RSE, c'est aussi ça, c'est cette question d'utilité. Finalement, c'est quel est le sens profond de ces activités et services. Et déjà, ça, c'est une question qui est passionnante et qui va transformer l'entreprise au plus haut niveau si elle se pose justement les bonnes questions par rapport à cette raison d'être. Donc ça, c'est pour les entreprises qui sont volontaires. Elles peuvent l'inscrire dans leur statut, donc c'est pas du tout juste un slogan. Ça peut aider pour la communication parce que ça peut donner aussi des explications sur ce que fait l'entreprise, mais c'est vraiment un engagement fort.
Et après, on a le dernier niveau. Vous avez peut-être déjà entendu parler aussi de cette qualité. C'est une qualité de société à mission. Là, c'est des entreprises qui ont une raison d'être, donc qui sont au niveau 2, mais en plus de cette raison d'être, qui vont définir des objectifs, que ce soit socio-environnementaux, pour expliquer comment ils vont atteindre cette raison d'être. Comment ces objectifs vont transformer tout leur modèle économique, tout leur mode de gouvernance aussi, par ces objectifs. Et cette mission, elle va être vérifiée, et on va avoir un audit, on va avoir aussi un comité de mission, donc une gouvernance spécifique avec, ça peut être justement des clients, des fournisseurs, qui vont étudier cette mission. Donc, c'est aussi un engagement très fort. Et pour être dans une entreprise à mission et être fier justement d'être dans une entreprise à mission, à l'agence Déclic, nous, ça nous aide vraiment à se poser les bonnes questions, que ce soit sur la manière dont on accompagne nos clients, mais aussi tout en interne, comment on continue à s'améliorer et comment on mesure aussi ça. On a vraiment cette question-là et avec la SSRD, c'est aussi ça. Comment on va mettre en place un reporting qui est pertinent sans être trop lourd. Et du coup, c'est vraiment des belles questions qu'on se pose en étant société à mission. Tout à fait. Alors, pour compléter ce que vient de dire Marine, cette loi Pacte, elle est vraiment fondamentale pour les entreprises. Initialement, elle a été également créée pour simplifier la vie des organisations dans leur création, dans leur fonctionnement, dans leur fin de vie, en limitant un certain nombre et en simplifiant la loi par rapport à un certain nombre de seuils, de nombre d'employés, etc. Et il y a une véritable volonté d'orienter justement de dépasser cette notion uniquement de raison sociale pour aller vers une raison sociétale des entreprises. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a de la hard law, donc un certain nombre de lois qui aujourd'hui sont là pour structurer et pour engager les entreprises à mieux gérer, à mieux prendre en compte les problématiques RSE. On pourrait également citer la loi AGEC, qui est la loi sur l'anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a commencé à se mettre en œuvre. Et surtout, sur de nombreuses autres thématiques, il existe également une loi fondamentale en matière de RSE, qui est la loi énergie-climat. Donc, on a tout un panorama, tout un écosystème de lois qui permettent aujourd'hui, qui donnent des prescriptions pour que les organisations mettent en œuvre des bonnes pratiques pour répondre aux enjeux de demain. Donc, ça fait le lien justement, Ewan, tu peux passer justement à cette Tout à fait. Donc réglementation. alors, comme on l'évoquait tout à l'heure, la CSRD, en fait, bon, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive. En fait, c'est dans la continuité de la loi sur le reporting extra-financier. Ce reporting, en fait, extra-financier, c'est des indicateurs, des KPI qui vont au-delà des indicateurs économiques. Donc, on demande aux entreprises qu'elles reportent à leurs parties prenantes quels sont leurs impacts négatifs et positifs sur les enjeux RSE, environnement, sociaux, sociétaux. Donc, cette nouvelle loi CSRD, elle vise en fait à renforcer la pertinence et la précision des informations. Et vous le verrez, elle élargit le champ de cette obligation à un plus grand nombre d'entreprises. Aujourd'hui, la loi NRE sur le reporting extra-financier concernait essentiellement les entreprises cotées. Aujourd'hui, ça va dans cette continuité, mais en diminuant les seuils en termes de taille et en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est un petit peu ce que… Vous m'entendez là? Parce que je ne vois plus. Oui, on t'entend bien, Ah, Ewan. pardon. OK. Je voyais plus que les slides. Donc, en fait, la loi, les dispositions de la NFRD, en fait, c'est la déclaration des performances extra-financières, concernait essentiellement des grandes entreprises d'intérêt public. Et vous voyez, dont le critère du nombre moyen était de 500 salariés avec des seuils financiers. Aujourd'hui, les dispositions de la CSRD concernent donc bien évidemment les entreprises qui étaient soumises à la DPEF, mais également toutes les autres grandes sociétés, de plus de 250 salariés, de 20 millions d'euros de bilan. Donc cet élargissement va en fait concerner plus de 49 000 entreprises, alors qu'avant, la précédente loi concernait uniquement 12 000 entreprises. Donc, elle est plutôt bien faite. Bon, honnêtement, un petit peu complexe, mais il n'empêche qu'elle définit quels sont les modes
de récolte des données et quels sont les KPI qui sont demandés aux entreprises pour reporter sur leur performance RSE. Donc, le calendrier d'application, il est progressif. Toutes les sociétés qui sont déjà soumises à la NFRD, elle est déjà engagée donc, sur les données 2024, d'accord. Et toutes les autres grandes sociétés vont devoir comment dire, mettre en œuvre ce reporting extra-financier à partir de janvier 2025, 2026, 2027. On a un calendrier comme ça pour les PME et les sociétés mères hors Union européenne. Donc, il me semblait important de vous rappeler qu'il y a une différence entre ces labels, on peut parler de labels SFR, enfin, on va dire de labels de reporting extra-financier, et les labels de reconnaissance. Le reporting, on va, j'allais dire, entre guillemets, uniquement vérifier des performances. On va mesurer, on va évaluer, on va regarder la robustesse des informations et comment dire, la véracité des allégations qui sont mises dans ces rapports, d'accord? Donc, il y a des audits qui sont faits sur ces rapports extra-financiers, donc audits qui sont encadrés par ces fameuses lois, tandis que dans les approches, on va dire, plus soft, où on a une reconnaissance, une labellisation, une certification, on est véritablement sur l'évaluation des pratiques mises en œuvre dans les entreprises pour évaluer leur performance et leur maturité. Donc, on est vraiment sur deux reconnaissances qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Alors, pourquoi se lancer dans une démarche RSE? Vous le verrez, hein, j'ai quelques éléments de présentation comment dire, d'une étude que nous avons réalisée auprès de plus de 400 entreprises, 408 de mémoire, où nous avons identifié quelles étaient les motivations et pourquoi les entreprises choisissaient de se lancer dans des démarches, dans des politiques RSE. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, l'intégration de la RSE permet d'atteindre de la performance économique. Hein, et toutes les entreprises qui mettent en place des pratiques RSE ont réussi, difficilement, il faut être honnête, mais ont réussi à évaluer quels étaient les gains qu'elles pouvaient faire en matière de performance économique. Autre élément intéressant à avoir à l'esprit, c'est que 90% des salariés engagés dans les actions RSE sont fiers de l'entreprise. Marine évoquait tout à l'heure, aujourd'hui, notamment avec les nouvelles générations, à l'époque, on parlait de la génération Y, recherche du sens dans leur métier. Et quelque part, les entreprises se doivent aujourd'hui d'être attractives. Et donc, le fait de s'intéresser au bien-être des collaborateurs, le fait de s'intéresser à la protection de la biodiversité, ce sont des éléments qui peuvent être attirants pour les générations. Donc, ces reconnaissances RSE permettent également aux entreprises de se mettre en valeur pour pouvoir attirer les talents. Autre point qui n'est pas le moindre, pour les consommateurs, hein, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, selon une étude de Greenflex, 72% des Français sont concernés par la consommation responsable. Or, c'est vrai qu'entre ce chiffre qui peut paraître important et la réalité, on n'est pas encore à 72% de Français qui achètent en prenant en compte prioritairement le critère comment dire, RSE, mais en tout cas, ce sont comment dire, des modes de réflexion qui commencent déjà à influencer les consommateurs dans leur acte d'achat. D'ailleurs, on en voit de plus en plus, hein, comment dire, sur des produits, à l'instar de ce que l'on peut voir sur le Nutri-Score, des labels, vignerons responsables, produits écolabellisés, etc., etc. Donc, ce sont des éléments qui vont de plus en plus inciter les consommateurs pour choisir tel ou tel produit ou tel service. Et pour compléter, Erwan, sur cette partie consommation, on peut parler des consommateurs finaux, mais il y a aussi tous les clients finalement.
Moi, je le vois par exemple dans les marchés publics. C'est de plus en plus demandé, en fait. Il y a de plus en plus de notations par rapport à des enjeux RSE parce que les collectivités sont aussi en train d'évoluer par rapport à ces sujets. Et donc, moi, j'ai des clients, ça fait partie aussi de leur motivation de pouvoir s'aligner par rapport à ces nouvelles demandes de leurs clients. Ça peut être aussi des grandes entreprises qui, du coup, ont une démarche RSE plus avancée et qui, du coup, vont choisir leurs fournisseurs en fonction de ces critères RSE. Et donc, du coup, finalement, je trouve que c'est une boucle assez vertueuse puisque si chaque entreprise change ses manières, ses pratiques et sensibilise ses fournisseurs à faire de même, bah, du coup, tout le monde va embarquer dans ce mouvement-là. Et moi, je l'ai vraiment vu, je pense, Erwan, tu le vois aussi, hein, Oui, depuis, c'est je très pense, juste ce ouais, que une tu bonne dis. année. Ouais, une bonne année où en fait, moi, maintenant aussi, quand j'arrive en atelier avec l'ensemble des équipes, bah, les commerciaux, c'est vraiment mes alliés parce qu'ils se disent que aussi leurs clients attendent ça. Et donc, les commerciaux ont bien compris cet enjeu-là aussi avoir encore plus de pratiques RSE, même si ce n'est pas le seul critère, mais ça fait partie aussi bah, justement des arguments qu'on peut avancer pour convaincre une entreprise de se lancer sur ça. C'est très juste. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, et d'ailleurs la moitié des entreprises qui se rapprochent de nous pour faire des reconnaissances RSE tierces et indépendantes, eh ben, elles doivent répondre à des appels d'offres. Et aujourd'hui, je ne pense pas me tromper en disant que 100% des appels d'offres publics intègrent la prise en compte de la RSE pour choisir et pour embarquer des fournisseurs. Alors, on a voulu, à travers cette slide, justement, un petit peu matérialiser et représenter quels étaient finalement les enjeux d'intégrer la RSE pour les entreprises, pour les organisations. Alors, je l'ai présenté sous la forme de risque-opportunité. Vous savez que la nouvelle structure des normes d'amélioration continue, on parle de ces normes ISO, hein, on parle de normes HLS, High Level Structure, ont intégré cette notion de risque et d'opportunité pour sensibiliser les entreprises sur cette thématique. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la RSE, finalement, ça présente des risques, mais également des opportunités. C'est toujours la phase pile, pile ou face de la question. On a toujours le pendant. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, pour l'entreprise, la non prise en compte de la RSE, voire même l'image qui peut être liée à la dégradation de son image, qui peut être liée à des accidents ou à des problèmes sociaux, peut nuire énormément à l'image de l'entreprise. Donc ça, on va le retrouver donc autour de la gestion des marques, la gestion des réputations. Alors aujourd'hui, nous, notre objectif n'est pas de pointer telle ou telle entreprise, mais vous voyez bien de quel type d'entreprise nous sommes en train de parler. Si je reprends uniquement l'exemple du groupe Volkswagen à l'époque qui avait truandé pour les émissions de CO2 de ses véhicules, on voit bien que ça a quand même eu un impact extrêmement fort sur la notoriété de cette entreprise. Donc aujourd'hui, ce que l'on essaie de faire passer comme message, c'est que les entreprises peuvent, en anticipant, en intégrant des problématiques RSE dans leur mode de fonctionnement et dans leur stratégie, transformer ces risques en opportunités. Et on le verra, hein, ces opportunités, c'est décrocher de nouveaux marchés, c'est réaliser des économies en minimisant l'impact du coût énergétique, l'impact du coût des déchets, en travaillant avec des fournisseurs qui sont robustes, qui vont permettre de leur fournir un service et des produits qui vont être constants dans le temps et dans l'espace. Donc, je pense que le risque-opportunité est une approche qui est aujourd'hui très largement utilisée et développée par les entreprises. Donc, pour aller toujours dans ce sens, on a voulu vous montrer un petit peu les résultats d'une étude que nous avons réalisée il y a un petit peu plus d'un an auprès de 408 entreprises pour cerner quels étaient finalement les besoins et attentes des organisations et leur motivation pour s'engager dans une stratégie RSE. Donc, on s'est appuyé pour faire cet exercice avec le BVA. Et on a fait un travail de terrain qui s'est échelonné sur plusieurs semaines. Et
on s'appuyait sur la base d'un questionnaire. Donc, on a choisi pour faire cette écoute des entreprises, on a choisi un panel d'entreprises représentatifs, on va dire, du tissu français en tout cas. Donc, la majorité étaient des entreprises du domaine privé. On a voulu vraiment échantillonner pas uniquement des grands groupes ou des grosses ETI, mais également quelque chose de représentatif avec les TPE, les PME. Et puis, bon, on a essayé de couvrir l'ensemble des champs comment dire, des différents secteurs d'activité. Les personnes que nous avons contactées en majorité étaient ou des chefs d'entreprise quand c'était des PME, mais ça pouvait être également des responsables QSE ou RSE dès qu'on arrivait sur des entreprises de taille plus significative. Alors, qu'est-ce qu'on a pu collecter comme information? Eh bien, tout d'abord que 72% des professionnels interviewés considèrent la RSE comme un enjeu essentiel ou très important. D'accord? Dans une logique de développement à tous les étages de l'organisation. Donc, on a repris ici quelques verbatims. Notre engagement RSE s'inscrit dans une logique de développement. Il en va de l'avenir des générations futures. On voit en tout cas toujours une notion de pérennité. Pour ma part, comment dire, toutes les entreprises qui s'engagent dans les évaluations que j'ai pu réaliser, à la très grande majorité, il y a un véritable leadership du dirigeant. Donc, la sensibilité du dirigeant, elle est fondamentale. Aucune démarche ne peut s'inscrire de façon pérenne dans le temps si le leadership n'est pas présent. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment, dans cette approche organisationnelle, quelque chose de fondamental. Donc, quels ont été finalement les sujets, les enjeux importants qui ont été engagés dans les démarches RSE? Ce qui revient en premier, c'est l'impact, la limitation de l'impact de l'activité sur l'environnement. Ça, c'est le premier enjeu important que les entreprises abordent dans le cadre de leur stratégie RSE. Ensuite, la gestion des ressources humaines, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, la prise en compte de la santé-sécurité au travail. Ce sont des enjeux qui sont fondamentaux. On ne peut pas faire des RSE sans embarquer l'ensemble des collaborateurs. Et pour engager de manière dynamique l'entreprise dans une stratégie RSE, c'est fondamental de donner des éléments très concrets à ses collaborateurs, ou en tout cas aux personnes qui travaillent pour votre entreprise. Ça donne vraiment du concret qui permet d'ancrer, j'allais dire, les pratiques de façon pérenne dans l'entreprise. Le volet économique, bien évidemment. On l'a évoqué tout à l'heure, à travers des économies, des réductions de coûts par rapport à l'énergie, par rapport aux ressources naturelles, par rapport aux matières premières, par rapport à l'élimination des déchets, etc. Et puis également l'ancrage local. Une entreprise qui contribue au développement de son territoire sur l'ensemble des champs de la RSE va créer des partenariats. C'est un petit peu ce qu'on fait finalement avec le Conseil régional et BDI, c'est créer du lien, c'est comment on peut contribuer nous aussi à notre échelle comment dire, au développement économique de notre territoire. Ça peut se faire à travers comment dire, du financement d'associations, de clubs sportifs, ça peut être également de faire des interventions dans des écoles, etc., etc. L'écoute et la prise en compte des parties prenantes, c'est la thématique qui est également revenue dans le top 5 des points importants à prendre en compte. Et puis, la communication et l'information transparente vis-à-vis des parties prenantes. Voilà un petit peu ce qui est ressorti en matière de top 5 des enjeux importants pour les entreprises que nous avons interviewées. Donc, également, autre point, bon, des notes un petit peu en dessous du 8, mais qui étaient quand même très voisines et très significatives, c'est également l'éthique dans les affaires. Hein. La conformité, ce que l'on appelle la compliance, c'est la conformité à la réglementation, et puis la lutte contre la corruption. Ce sont des sujets qui sont également extrêmement importants et qui sont de plus en plus intégrés dans les pratiques des entreprises. Préservation des ressources naturelles, et puis également l'embarquement des collaborateurs. Donc, pourquoi se lancer? Les principales motivations.
Tout d'abord, valoriser. Alors, pourquoi se lancer dans, j'allais dire, dans une reconnaissance? La question était posée en ces termes, hein. Ben, tout d'abord, pour valoriser les initiatives ou les démarches existantes dans l'organisation. Bon nombre d'entreprises font énormément de choses en matière de RSE, mais de manière un petit peu dispersée, par opportunité. Et donc, quelque part, le fait de faire l'exercice de faire évaluer ses performances et son organisation à travers le prisme du regard d'un expert permet de valider si on va dans la bonne direction. Et si en plus on peut afficher sa certification ou son label ou sa reconnaissance au sens large, ça va permettre de valoriser les initiatives, valoriser auprès des parties prenantes, valoriser auprès des clients, valoriser auprès des donneurs d'ordre. Ça permet également de fédérer. Dans une entreprise, on peut avoir une politique d'innovation, on va avoir une politique qualité, on va avoir une politique environnement, une politique sécurité, etc., etc., etc. Au bout d'un moment, les collaborateurs, à force d'avoir des politiques qui partent dans tous les sens, politique RH, politique, etc., etc., finissent par perdre le sens de tout ça et ne savent plus trop pourquoi ils font les choses. Donc, quelque part, cette approche holistique, cette approche globale de la RSE qui permet en plus comment dire, de pondérer les enjeux les uns par rapport aux autres, permet de donner du sens, de la lisibilité et finalement de fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun. La confiance des parties prenantes, une entreprise qui ouvre ses portes, qui communique sur ses performances de manière transparente et en plus en ayant fait l'exercice de se faire évaluer par un regard complètement indépendant externe, ça donne confiance aux parties prenantes. Et puis bien évidemment, cette reconnaissance permet de prendre un avantage concurrentiel. J'évoquais tout à l'heure la notion de réponse aux appels d'offres. Donc, quelle est j'allais dire, quelle est l'identité, la carte d'identité de ces entreprises? Quelle est, eh ben, de façon générale, ces entreprises qui s'engagent dans des démarches RSE et qui vont rechercher la reconnaissance, elles ont en moyenne 5 ans et demi d'ancienneté dans la mise en œuvre d'une démarche RSE. Si on détaille un petit peu, on voit que cette moyenne n'est pas homogène et que les entreprises qui vont j'allais dire, rechercher cette reconnaissance ont le plus gros ratio, c'est de 3 à 5 ans. Alors, concrètement, comment ça se passe? Donc, il y a 11 actions en moyenne qui sont citées de manière très pratico-pratique hein, en matière comment dire, d'engagement RSE. Dans le top des actions, on retrouve l'environnement. Les premiers sujets, qui sont les sujets un petit peu basiques hein, et que l'on retrouve de manière générique, c'est déjà le travail, il a été engagé sur la réduction des déchets. Ça, c'est vraiment la médaille d'or. On retrouve après des éléments sur tout ce qui est réduction des consommations d'eau et d'énergie, et 44% travaillent sur la réduction des émissions de CO2. Alors, ces réductions d'émissions de CO2 vont se faire comment? Ben, c'est très en lien avec l'énergie, mais ça va être également sur des réflexions sur le parc automobile de l'entreprise. Ça va être également une réflexion sur le plan de déplacement de l'entreprise avec ses collaborateurs, au voiturage, etc., etc. Et puis également une réflexion, je vais dire, plus de fond, plus transverse sur l'ensemble du cycle de vie du produit, à savoir où est-ce que j'achète mes matières premières, comment est-ce que je les transporte et ensuite comment je distribue, j'allais dire, mes produits finis. Donc, il y a des gros travaux qui sont engagés sur cette thématique et qui en plus permettent à l'entreprise de trouver des sources de robustesse et d'efficience économique. L'autre sujet, parmi les 11 actions citées en moyenne, c'est l'hygiène, la santé des collaborateurs. Et quand on dit collaborateurs, pas uniquement, c'est également des parties prenantes, parce qu'il faut y intégrer tous les fournisseurs, tous les sous-traitants qui peuvent intervenir pour votre compte, en dehors ou dans votre entreprise. Les conditions de travail, je vous le disais tout à l'heure, c'est un sujet extrêmement important et qui va donner de la crédibilité à la démarche, et puis également des efforts qui sont faits sur l'égalité homme-femme.
Enfin, dans le top des actions engagées par les entreprises, on va retrouver également des éléments sur l'ancrage territorial et notamment comment je contribue au développement social, économique et environnemental de mon territoire. Merci, Erwan. Je pense avoir fait le tour. Super. Et je vois qu'on a une question d'Émilie. Merci pour la question. Et puis, si vous avez d'autres questions, hein, on peut faire aussi un petit temps pour vous, parce qu'on a beaucoup parlé, un petit temps aussi d'appropriation. Si vous avez besoin, on a fini la partie enjeu, pourquoi on se lance en RSE. Et là, on va plutôt passer à la partie méthodologie, comment on déploie cette démarche RSE. Parce que je pense que là, vous êtes tous convaincus que la RSE est vraiment pertinent pour tout type d'entreprise. Donc merci Émilie. Donc c'était est-il si difficile d'engager une structure lorsque celle-ci tente de survivre ou est en perte de repères compte tenu de ces temps de transition plus ou moins incertains? C'est vrai que c'est une très bonne question sur finalement comment on peut se lancer en RSE quand on a déjà toutes nos priorités du quotidien à gérer. Et c'est vrai que ça peut être un vrai frein. Pour répondre à notamment la deuxième partie, mais même la première hein, sur le perte de repères, justement la RSE, elle est là pour moi en tout cas, pour se projeter de manière positive et collaborative. C'est un outil qui est là pour nous aider à structurer une réflexion, à mieux analyser tout ce qui nous entoure et à quel type d'enjeu on doit s'adresser par notre cœur de métier, de se poser la question sur le sens aussi par la raison d'être. Donc tout ça, en fait, ça aide l'entreprise à justement avoir des nouveaux repères pour être un peu plus agile par rapport à ce temps de transition. Donc, nous, à Complètement. chaque, Pardon, excuse-moi, Marie, oui, excuse-moi. à chaque fin d'accompagnement, on fait un bilan avec les entreprises qu'on a accompagnées pendant 6 mois, 1 an. Et moi, c'est quelque chose qui me marque souvent. Elles disent souvent qu'on les aide à prendre de la hauteur. Et cette notion-là de prendre de la hauteur et aussi de mettre noir sur blanc des engagements, je pense que ça aide vraiment aussi l'entreprise à plus facilement justement prioriser, avoir une stratégie plus claire qui prenne en compte de manière réaliste ces enjeux de transition. Et ça l'aide aussi justement à le faire de manière collective, donc des personnes qui ont une sensibilité particulière sur l'environnement, qui vont donner aussi peut-être un éclairage sur certains points. Donc ça aide vraiment, je pense, les entreprises pour cette raison-là. Et Je aussi sur partage tout ça, à fait. merci Erwan. Aussi sur ça, moi je le vois aussi pour les petites entreprises. Nous, des fois au début d'accompagnement, ils nous disent c'est un certain budget en fait. Pour être transparente, parfois, ouais, pour une PME, ça peut être un certain montant. Et justement, dans le bilan, souvent elles disent je regrette pas, c'était un investissement, mais c'était voilà un investissement. C'était pas une dépense. Ils le voient vraiment comme ça on est prêt à perdre du temps et de l'argent au début parce que ça nous apporte tellement pour nos stratégies et pour justement ce lien avec nos salariés, mais aussi nos parties prenantes de manière globale, que du coup, c'est forcément positif. Complètement. Alors, pour compléter ce que dit Marine, hein, par rapport à la question d'Émilie, euh, en fait, quand l'entreprise elle est en perte de repères et puis qu'elle se sent un petit peu perdue compte tenu de tout ce qui est incertain, l'approche que l'on demande initiale de poser les choses à plat et de voir un petit peu quelles sont ses forces et ses faiblesses et également quels sont les besoins attentes des parties prenantes et de son, j'allais dire, de son marché, ça permet à l'entreprise de faire une priorisation, finalement de simplifier les choses et de lui donner une feuille de route. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui est plutôt structurant et qui est rassurant d'un autre côté, parce qu'on se dit qu'on n'a pas à traiter de la même manière et dans le même temps tous les sujets, d'accord? On fait un Pareto, 20% des enjeux les plus importants pour son entreprise représentent 80% des impacts. Donc, on va déjà se concentrer sur les 20% des sujets les plus importants. Et je repasse pardon, la main à Marine, mais je réponds à la question de Régis. Donc, Ouais. l'entreprise, l'enquête que l'on avait menée, c'était auprès de 408 organisations. Merci beaucoup. J'espère que ça a répondu à la question Émilie. Et puis n'hésitez pas. Merci aussi Régis pour la question. Et justement, là, ça fait le lien avec ce qu'on dit. Finalement, on vous a dit que ça donnait des repères, que ça aide à prioriser des enjeux. Comme l'a dit Erwan, c'est vrai que moi, je trouve que ça aide à démêler aussi en fait, des nœuds qu'on peut avoir en entreprise. Super, merci Émilie. Et parce qu'on va le faire à pas. C'est ça aussi qui est hyper intéressant avec la RSE.
C'est pas gérer une montagne de sujets tous à la fois, mais vraiment le faire pas à pas avec une réflexion progressive et ce qui aide à beaucoup plus éclairer en fait les décisions. Le premier point, c'est de pouvoir analyser le contexte. Souvent, on a déjà mis en place certaines pratiques en RSE, mais on n'est pas encore au stade d'une RSE qui est structurée, qui est intégrée. Donc, on va vraiment d'abord analyser le contexte. Et c'est là où on va pouvoir aussi associer les parties prenantes aussi bien internes par des ateliers que externes. Ça peut être aussi des entretiens avec des parties prenantes externes pour connaître leur perception des engagements RSE de votre entreprise. Et ça, c'est souvent précieux, en fait, d'avoir un peu une photographie de où est-ce qu'on en est sur la RSE, comment on est perçu, quelles sont les attentes de nos parties prenantes par rapport à ces engagements. Donc, c'est souvent très précieux comme étape. Déjà, rien que cette étape-là, elle éclaire beaucoup, elle donne beaucoup de repères aussi. Et souvent, elle fait du bien aussi parce que voilà, nos parties prenantes, si on a des bonnes relations, elles le rendent bien. Donc, c'est le moment aussi des compliments, parfois, pour les entreprises, et aussi les axes d'amélioration, hein. C'est important aussi, c'est le moment aussi où on peut dire les choses, et c'est essentiel en RSE d'avoir cette transparence-là, cette lucidité aussi des engagements, de la hauteur des enjeux, de se concentrer sur les bons enjeux. Mais là, je prends un peu d'avance avec la partie 4. Ensuite, ça peut être la définition de la raison d'être. En tout cas, là, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est l'accompagnement de l'agence Déclic, mais il y a d'autres cabinets qui font très bien aussi, qui ont des méthodes assez similaires, hein. On se base sur la norme ISO 26000, donc ça peut se ressembler, mais il peut y avoir des singularités par rapport à ça. Et nous, donc, on accompagne à la raison d'être parce qu'on pense vraiment que c'est le fil rouge pour la suite. Selon les sujets qui vont être traités dans la raison d'être, finalement, là où on va placer notre utilité, ça va avoir un impact sur la hiérarchisation des enjeux RSE et le plan d'action. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est le sens profond. On va vraiment aider l'entreprise à comprendre le sens profond qu'elle a par ses activités et ses services et à se projeter avec cette utilité-là pour son modèle économique, pour son mode de gouvernance. Ensuite, on va pouvoir passer à la cartographie des parties prenantes. Là, on va lister tous nos acteurs dans l'écosystème et on va pouvoir aussi voir comment on dialogue avec. Pardon, Erwan, je faisais la suite, je suis à l'étape 3. Excuse-moi. Voilà, donc je suis à l'étape 3 de cartographie des parties prenantes. Après, une fois qu'on a mieux connaissance de nos parties prenantes, de tout cet écosystème et de la manière dont on va pouvoir communiquer avec ces parties prenantes, on va être au stade de prioriser nos enjeux RSE. On va le voir, hein, on a 7 questions centrales de l'ISO 26000, 5 piliers, autant d'enjeux derrière les piliers. Il y a beaucoup de sujets et ça peut faire peur. C'est souvent ce qu'on voit nous, dans les entreprises qu'on accompagne de par quoi je commence, quoi, comme disait Erwan tout à l'heure. Et par cette phase-là, on va vraiment pouvoir mettre l'accent là où on a de l'impact. J'aime bien cette idée de loi de Pareto que citait Erwan aussi, de se dire qu'on va d'abord se concentrer là où on a plus d'efforts, en tout cas plus d'impact qu'on peut avoir. Donc, c'est une logique d'optimisation, d'efficience. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut rassurer les entreprises, de se dire, OK, en fait, je ne vais pas mener toutes les actions à la fois, je vais vraiment le faire pas à pas et je vais le faire en cohérence avec mon activité et ma raison d'être. Tout à fait. Alors, il existe des outils pour faire ces exercices. Alors, on peut faire cette hiérarchisation des enjeux à dire d'experts, en mettant autour de la table quelques parties prenantes représentatives de l'entreprise autour de la table. On va prendre un opérateur, un responsable maintenance, le responsable RSE, le patron. Mais après, il existe des outils un petit peu sur la base d'outils d'analyse des risques ou d'analyse de la méthode des défaillances et criticités pour ceux qui sont dans l'agroalimentaire, des méthodes de type HACCP, AMDEC, etc., où on peut utiliser ces outils pour essayer d'avoir une approche un peu structurée et rationnelle de la cotation pour définir ce qui est important pour l'entreprise. Mais là, il existe pas mal d'éléments. Donc, l'ISO 26000 vous donnera des clés, des outils. Il existe, alors, c'est toujours des noms un peu barbares et je m'en excuse, au nom des organismes de normalisation, avec des X et des F dans tous les sens. Donc, c'est XP 30029 qui vous donne des méthodologies très simples, contrairement au nom de la norme, mais très simples pour vous aider à identifier et prioriser les besoins attentes de vos parties prenantes et vos enjeux RSE. Merci Erwan pour le complément. Donc, une fois qu'on a justement identifié nos enjeux RSE par les outils qu'a cité Erwan, on va passer au plan d'action. Vous voyez, le plan d'action, il est qu'en 5e étape.
Le risque, ça peut être de tout de suite vouloir passer aux actions. Mais là, on le fait de manière réfléchie, avec le temps de justement bien comprendre ces enjeux-là par rapport à notre activité. Donc, avoir une feuille de route qui est personnalisée. On n'a jamais la même feuille de route. J'accompagne parfois des entreprises du même secteur qui sont assez similaires, mais en fait, le plan d'action n'est pas du tout le même parce qu'ils n'ont pas la même sensibilité en termes de raison d'être. Ils n'ont pas les mêmes enjeux par rapport à leurs parties prenantes ou aussi par rapport à là où ils sont bien avancés. Dans le diagnostic, il ne va pas y avoir les mêmes points, les mêmes leviers, et dans le plan d'action, ça va se ressentir. Et ensuite, on va pouvoir passer au suivi de la démarche. Là, c'est vraiment aussi la difficulté d'accompagnement au changement et aussi toute la richesse de ce point-là. Une fois qu'on a notre plan d'action qui est bien établi, comment en fait la RSE va vivre au quotidien et va transformer en profondeur l'entreprise. Là, on est vraiment au stade de, c'est pas juste des petites actions par-ci par-là. La RSE, c'est pas ça, hein, c'est vraiment une démarche qui va être transformative pour l'entreprise, mais qui va être transformative de manière progressive. Et ça, c'est essentiel, je pense, pour justement qu'on embarque tout le monde et qu'on ne laisse pas des entreprises ou des personnes sur le côté, mais qu'on accompagne vraiment de manière progressive cette amélioration continue. C'est une étape qui est structurée ici de cette manière. Si ça vous intéresse d'en savoir plus comment on structure notre démarche avec nos pas, il y aura un atelier spécifique sur ça le 30 mars avec O2M et la CCI Bretagne. Donc, on vous en reparlera tout à l'heure, mais je me permets ce petit aparté parce que là, on est passé assez vite comme on est en format webinaire, mais justement, vous verrez tous ces éléments-là avec des outils, comme en parlait Erwan, dans cet atelier-là le 30 mars. Il reste de la place et vraiment, à chaque fois, les retours sont positifs. Ça aide à voir plus clair aussi par rapport à la RSE. Tout à fait. Bon, je rebondis sur ce que dit Marine pour clore sur cette partie pilotage et des différentes étapes. De mon point de vue, bon, moi je suis, c'est vrai, un expert des systèmes de management des organisations en tant qu'auditeur. Et en fait, systématiquement, pour ancrer la démarche RSE de façon pérenne dans le temps et dans l'intimité de l'organisation d'entreprise, de mon point de vue, la démarche système est importante. Quand je dis démarche système, bien évidemment, il ne faut pas forcément aller vers une certification ISO, mais en tout cas, de reprendre les principes fondamentaux de ces normes, qui sont des principes universels finalement. Le premier, ce que je disais tout à l'heure, c'est le leadership. Le deuxième, sur la base de votre analyse initiale et pour piloter le plan d'action, c'est de définir quels vont être ces indicateurs, ces objectifs sur lesquels on va travailler pour progresser et dans la manière du possible, d'intégrer ces comités de pilotage de la RSE ou cette équipe de pilotage de la RSE dans la gouvernance de l'entreprise. Idéalement, c'est s'il y a des revues annuelles ou trimestrielles de pilotage de l'activité, c'est systématiquement essayer d'intégrer le critère RSE dans ces rythmes managériaux. Le risque parfois qu'on peut avoir dans des démarches RSE, c'est que c'est une petite boucle du responsable RSE tout seul dans son coin qui essaie de faire toutes les choses avec ses petites mains. Donc l'idée, c'est vraiment d'intégrer la RSE dans le mode de fonctionnement et la vraie vie d'entreprise. On va pouvoir passer maintenant justement au sujet. On a vu donc les enjeux, on a vu comment on pouvait structurer la démarche, mais on a bien compris que vous vouliez aussi savoir quelles bonnes pratiques on peut appliquer par la RSE. Donc, si on reprend la norme ISO 26000, on l'a vu, c'est notre référentiel. Cette norme, elle présente des lignes directrices qu'on appelle les questions centrales. Il y en a 7. Et en fait, ça aide à structurer justement nos thématiques de la RSE. Donc, il y en a 7 je vais très rapidement les présenter parce qu'après, on va passer aux 5 piliers de la RSE qui reprennent bien cette norme. On se base sur cette norme, mais qui permettent de simplifier. Notamment si vous êtes dans des PME, des TPE, des ETI, les 5 piliers vont être plus faciles pour vous pour classer aussi vos éléments. Donc, on a le pilier, en tout cas, on a cette question centrale de la gouvernance. On en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment ce qui va permettre de pouvoir traiter aussi les autres thématiques, puisqu'on est sur l'organisation de l'entreprise et son pilotage de la démarche RSE. Après, on a droits de l'homme, relations et conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et communauté et développement local. Donc ça, c'est nos 7 questions centrales qu'on retrouve dans la norme ISO 26000. Et on vous propose de vous présenter les 5 piliers un peu plus en détail.
Donc voilà nos 5 piliers. Finalement, on se rend compte que les 5 piliers, c'est vraiment cette idée de démarche d'amélioration continue qui permet de se questionner sur ses pratiques. Et là, en fait, on a regroupé certaines questions centrales. Donc, par exemple, le pilier social, on retrouve la notion de droit de l'homme et relations et conditions de travail, puisque c'est cette notion-là de qualité de vie au travail, de conditions internes, on les regroupe. On regroupe aussi activité économique responsable avec questions relatives aux consommateurs, plutôt la partie relations clients-consommateurs, et aussi loyauté des pratiques, qui n'est pas toujours parlant pour tout type d'entreprise. Et on verra ce qu'on entend derrière la loyauté des pratiques tout à l'heure. Et on a nos 3 questions centrales qui restent les mêmes, la gouvernance, le territoire, donc c'est des communautés de développement local que nous, on résume en territoire, et l'environnement qui reste pareil aussi. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous présenter à chaque fois quels enjeux on peut retrouver derrière chaque pilier, avec, en gardant en tête que quand vous vous lancez en RSE, vous n'allez pas vous lancer sur tout, comme on disait tout à l'heure. Mais voilà, ça peut vous inspirer aussi sur, tiens, moi, je suis concernée plutôt par tel ou tel enjeu. Et pour chaque pilier, on présentera au moins un exemple. Mais après, Erwan, toi, si tu as d'autres exemples, aussi, tu pourras présenter si tu souhaites. Donc, on peut passer au pilier gouvernance. Super. Donc, dans le premier pilier, on a le pilier gouvernance. Ce n'est pas le plus facile à appréhender pour les équipes généralement. Et pourtant, il est essentiel pour la bonne condition du déploiement de la RSE pour transformer l'organisation. Donc, dans ce pilier gouvernance, finalement, c'est le fonctionnement de l'entreprise et comment elle va prendre en compte la RSE dans l'ensemble de ses composantes. Ça peut être dans ses prises de décision. Dans ses prises de décision, c'est comment elle prend ses préoccupations en compte, mais aussi comment elle intègre ses parties prenantes dans ses prises de décision. Ou même dans les instances de gouvernance, comment on peut avoir des parties prenantes externes et aussi internes pour définir notre stratégie. Donc, ce point, il est fondamental, hein, parce que ça rejoint également ce que l'on disait tout à l'heure dans l'écoute des parties prenantes. C'est ce qui est important, notamment pour les collaborateurs, c'est savoir sur quelle base sont prises les décisions, les objectifs, la politique. Et surtout, une fois que la décision a été prise, c'est comment on reporte pour expliquer nos choix, pour expliquer notre stratégie. Moi, j'ai en mémoire une évaluation RSE que j'avais fait dans un groupe qui fait de la dermocosmétique très connu dans la région de Castres. Et en fait, on était arrivés jeunes évaluateurs en demandant au PDG qu'il intègre, on était surpris qu'il n'ait pas mis les syndicats dans le comité de direction pour valider les objectifs en matière de santé et sécurité au travail. Donc là, il a fait un salto arrière quand on lui a posé cette question. Mais en fait, on était très honnêtement un petit peu trop exigeant au démarrage. L'idée n'est pas forcément… la prise de décision, généralement, elle se fait… la prise de décision se fait seule ou à un comité relativement restreint. Il n'empêche que dans la gouvernance responsable, c'est d'expliquer sur quelle base on a pris cette décision et de le reporter auprès des parties prenantes. C'est ça qui est vraiment extrêmement important. Exactement. Et l'idée aussi, dans ce pilier gouvernance, c'est comment la RSE est vraiment justement diffusée dans l'ensemble des activités, des fonctions et de ces prises de décision, pour pas qu'on soit sur une RSE en surface, quoi. Juste des petites actions, c'est pas ça la RSE. C'est vraiment comment dans la gouvernance on retrouve tout ça, avec aussi la notion de vision, de valeur, de pouvoir aussi devenir peut-être entreprise à mission. En tout cas, de vraiment aussi définir notre utilité. Tout à fait. Et pour ça, on a besoin aussi de la direction. On a besoin que la direction soit aussi dans cette démarche responsable et incarne cette démarche responsable, et aussi que les salariés soient aussi impliqués dans cette démarche. Donc, c'est vraiment une double responsabilité. Complètement. Et on peut voir dans les entreprises les plus matures sur le sujet, elles confrontent même leurs décisions aux parties prenantes externes. Donc là, c'est extrêmement intéressant. Ça va encore plus loin, quoi. Surtout quand ce sont des décisions ou des sujets qui peuvent avoir un impact de manière plus globale, pas uniquement sur l'entreprise, quoi, hein. Ça peut être des prises de décision sur des trajectoires carbone, sur des politiques d'achat, des politiques industrielles, d'externalisation dans d'autres pays, etc. Donc, on peut voir dans le cadre de nos évaluations des organisations, des entreprises qui confrontent leur stratégie aux parties prenantes externes.
Merci Erwan. Et en effet, là, l'exemple que j'ai mis, c'est Olga. Donc, c'est le groupe qui s'appelait avant Tribal à Noyal, petit Billy, Sojason, Sojad, une entreprise bretonne. Et justement, ouais, il y a vraiment cette logique-là de mobiliser les parties prenantes dans ces engagements, donc notamment les salariés, mais aussi, comme dit Erwan, hein, aussi des partenaires de la filière agricole. Donc, ça montre vraiment aussi tout cet écosystème qui rentre en compte dans la RSE. Et pour aussi aller assez rapidement sur cette partie-là, la communication aussi interne et externe de ces engagements. On a besoin de communiquer pour aussi inspirer, pour montrer aussi où est-ce qu'on en est et être transparent par rapport à cette communication-là. Et on peut aller jusqu'à avoir des labels et des chartes pour aussi crédibiliser cette démarche RSE. Et je me permets de prendre la question aussi d'Émilie, merci Émilie, est-ce qu'on pense que la RSE restera à l'écart des décisions stratégiques pendant longtemps, jusqu'à qu'il y ait une loi, de ce que je comprends en tout cas, ou qu'il y ait aussi la notion de performance, quoi. Ou est-ce qu'on va pouvoir le faire de manière volontaire, si je résume bien, Émilie. Alors moi, sur ça, j'ai 2 points. Par mon tempérament optimiste et par le fait d'accompagner des entreprises plutôt volontaires, je me dis qu'il y a des entreprises qui ont vraiment compris que c'est une démarche d'amélioration continue qui les aide aussi, elles, à retrouver du sens ou encore plus à en avoir et à se poser ces bonnes questions-là. Donc, il y a quand même des entreprises qui vont vers ces démarches, pas que pour une question de performance ou une question de réglementation, mais qui justement se rendent compte que la RSE, c'est vraiment un formidable outil pour justement mettre en pratique tous ces critères RSE et répondre à ces enjeux d'actualité. Et que c'est au plus demandé par leurs parties prenantes internes et externes. Mais pour autant, je pense que les contraintes externes et notamment les réglementations, comme l'a montré Erwan, la CSRD, va aussi favoriser l'accélération quand même des critères RSE. Je ne sais pas, Erwan, si tu partages ou si tu as Oui, je partage complètement ce que tu viens de dire. Hein, et puis, par rapport à la question d'Émilie, euh, euh, les décisions, la RSE en tout cas, s'intègre de plus en plus, se généralise dans les processus décisionnels au niveau de la stratégie des entreprises, parce que de toute façon, il en va de la pérennité des entreprises. Donc, c'est quelque chose qui a tendance à se systématiser. Ouais, Alors, c'est vrai qu'après, malheureusement, on voit encore, malgré tout, des contre-exemples à tout ça, mais je pense que les contre-exemples ne doivent pas, comment dire, contredire ou annihiler toutes les initiatives et les belles choses que l'on peut voir aujourd'hui pour une majorité d'entreprises. Tout à fait d'accord. Et on le voit en Bretagne, on a quand même de la chance d'être dans une belle région avec des entreprises engagées et des exemples de plus en plus marquants. Donc, on va justement pouvoir passer au pilier suivant pour continuer cette dimension. Et on pourra reparler en effet sur la question de résistance au changement. Je garde en tête cette question. Merci beaucoup. Donc, sur le pilier social, là, on est vraiment sur les conditions de travail en interne. On est vraiment sur les parties prenantes internes. Et sur ça, ça peut être aussi bien la question de monter en compétences par la formation, par l'évolution des carrières. Ça peut être le mentorat aussi. C'est un bon levier aussi. La motivation au travail, c'est aussi justement plus on est à l'écoute des salariés, plus il y a cette motivation, notamment avec le sens. La notion de santé et sécurité, que Erwan aussi a présenté tout à l'heure. La diversité et l'inclusion, donc plutôt la dimension égalité des chances, comment on peut aussi favoriser l'égalité des chances dans l'entreprise. Et aussi, on va parler de la rémunération ici. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est transparente? Donc, je fais un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer un peu une photographie de ce qu'il peut y avoir dans ce pilier social. Et là, l'exemple, c'est la Feuille d'Érable. La Feuille d'Érable, c'est une entreprise aussi bretonne qui est vraiment axée sur cette notion d'épanouissement de chacun au sein de l'entreprise et épanouissement dans le sens bien-être au travail, mais aussi montée en compétences et responsabilité. Et c'est une entreprise qui est inclusive, qui accueille des personnes qui sont en insertion et qui est très avancée aussi sur le management collaboratif. Donc, je vous invite à aller voir ce que fait la Feuille d'Érable si vous voulez encore plus en savoir sur cette dimension. Ce point-là, il est extrêmement important, notamment pour embarquer l'ensemble des salariés, des collaborateurs dans l'entreprise, parce qu'en fait, en mettant en œuvre des choses très, très pragmatiques, très opérationnelles, on va montrer que la RSE, c'est pas du blabla, et que la RSE, ça peut être très rapidement quelque chose de concret. Si
vous mettez en place des systèmes d'aspiration des vapeurs toxiques, des produits chimiques dans un atelier, si vous mettez en place des entretiens annuels avec le management intermédiaire pour voir, pour comprendre, pour écouter et pour voir comment se sentent les gens, comment ils vivent leur métier au quotidien, ça va être des réalisations très concrètes qui vont permettre de montrer que euh, des choses avancent, des choses se mettent en place. Et c'est ce critère-là sur le volet RH est vraiment à prendre en compte, hein. La RSE, finalement, moi je dis souvent, c'est assez simple, hein, c'est quand même des gens qui ont la banane quand ils vont au travail, qui se sentent écoutés, et puis quand il y a un problème, que les choses progressent, quoi, hein. Alors c'est vrai que souvent les normes sont un petit peu théoriques, avec des termes un petit peu complexes parfois, hein, approche holistique, gouvernance, etc. Ça ne parle pas à tout le monde, hein. Mais en tout cas, quand quelqu'un qui fait l'objet de harcèlement dans sa boîte et puis qu'il a une écoute, qu'il y a une organisation qui est faite pour faire remonter l'alerte et pour pouvoir traiter le sujet, ça c'est du très concret et quelque part ça parle beaucoup aux gens, quoi. Tout à fait. Moi, je pense qu'il y a aussi la notion de juste place dans l'organisation. En fait, on aide aussi les salariés à trouver leur juste place. Ouais, c'est aussi un gros facteur d'épanouissement parce que grâce à la RSE, il y a plus de reconnaissance, il y a plus de sens et du coup, ça joue aussi. Et pour prendre la question de Sylvie, est-ce que les entreprises engagées en RSE acceptent réellement la transparence sur rémunération, jusqu'à quel point? Oui, c'est un sujet assez sensible. Moi, je le vois en atelier, c'est souvent le sujet. Les salariés n'osent pas forcément se prononcer. Enfin, on voit que c'est assez tabou encore, en tout cas dans les entreprises qui ne sont pas encore matures. Mais plus on travaille sur la gouvernance, sur justement cette transparence, cette responsabilisation par rapport aussi à l'équilibre financier de l'entreprise, et plus le sujet de rémunération va avec. Ça peut prendre du temps, je pense, mais en tout cas, moi, je le vois, ouais, dans des entreprises où on va pouvoir parler aussi de ces sujets-là. Je sais pas, Ouais, c'est Jérôme, des si tu sujets. veux Ouais. Mais c'est vrai, mais c'est super intéressant, hein, comment la transparence sur les rémunérations, sur plein d'autres Ouais. choses. Comment, en tout cas, c'est un Graal sur lequel il faut tendre. Bon, c'est des choses qui se mettent progressivement en place. Oui, exactement. Ouais. Merci. Et puis, François, oui, la banane. Oui, exactement, c'est ça. On peut passer à la suite. Et puis, voilà, pour la partie Sylvie aussi sur le contre-exemple de résistance au changement. Je ne sais pas si c'était la question de quelles sont les résistances au changement, aussi plus le fait qu'il y ait des contre-exemples, ça favorise moins le changement. N'hésitez pas si vous souhaitez un peu plus compléter et je pourrais répondre avec plaisir. Ouais, je pense que parmi les contre-exemples, disons oui, c'est souvent très lié à cette fameuse résistance au changement. Quand on parle de transparence, quand on parle d'équité, c'est à un moment donné comment on, on accepte finalement de ne plus être indispensable dans l'entreprise, on partage, on n'est pas irremplaçable, enfin, ça veut dire qu'on va toucher des leviers qui peuvent nous concerner personnellement. Et quelque part, c'est important comment dire, de partager et d'être ouvert sur ces sujets. Moi, je sais que dans les évaluations RSE, je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, les fonctions qui souvent sont un petit peu réticentes à s'engager dans des stratégies RSE sont les ressources humaines, direction des ressources humaines, parce que justement, on va aborder des sujets comme euh, la redistribution de la richesse. On va aborder des sujets comme des sujets vraiment poil à gratter, quoi, hein. Donc, les entreprises qui s'engagent sur ces démarches RSE acceptent un petit peu cette rupture et cette transparence. Merci. Puis on va pouvoir passer à la suite pour avoir le temps de finir tous les piliers. Donc on a le pilier aussi environnement. Le pilier environnement, c'est vraiment toute la partie management environnemental. Comment on prend en compte les impacts environnementaux et comment on peut aussi faire en sorte de préserver, voire encore plus régénérer aussi la dimension environnementale. Donc sur ça, ça dépend beaucoup de l'entreprise. Là, c'est un pilier, moi je trouve, qui justement varie beaucoup d'une entreprise à l'autre selon son secteur. Mais on peut retrouver la question des ressources et des déchets, la notion aussi de consommation, que ce soit la consommation notamment d'énergie. On aurait pu mettre aussi l'eau ici, donc vraiment toutes les consommations internes.
La notion aussi de bilan carbone, grand sujet dans les entreprises. C'est aussi un grand levier de pouvoir faire un bilan carbone et surtout après une stratégie bas carbone pour savoir comment on va agir. Et dans les piliers qu'on peut avoir dans la partie carbone, c'est aussi la mobilité. Mobilité douce, mobilité partagée. La biodiversité aussi, c'est un sujet, je pense, qui va monter de plus en plus dans les entreprises et on a besoin. Comment on prend en compte aussi la biodiversité, que ce soit les écosystèmes, mais les espèces aussi. Et aussi, comment on va sensibiliser, former nos collaborateurs, et on peut dire même les parties prenantes de manière globale, pour qu'on soit beaucoup plus sensibilisé à ça. Et on retrouve ici aussi l'éco-conception. Ça fait le lien avec le pilier économique qu'on va voir tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir que là, justement, on a une transversalité par l'éco-conception. Donc, quand j'ai parlé d'économie circulaire, ça en fait partie notamment. Ici, l'exemple que je présente, c'est Algo. Moi, c'est une entreprise que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un super exemple d'innovation puisque c'est des ressources à partir d'algues, des ressources naturelles. Il y a aussi des coquilles d'huîtres. Donc là, ça montre l'économie circulaire, hein, un déchet de coquilles d'huîtres qui devient une ressource. Et du coup, c'est des peintures qui sont écologiques et saines. Donc ça fait le lien en plus avec le pilier social, juste avant qu'on a vu. Par exemple, à Social Change, il y avait une entreprise qui s'appelle Thierio Peinture qui avait témoigné qu'ils utilisaient Algo justement comme peinture et que ça permettait notamment à, par exemple, des salariés qui étaient enceintes de travailler plus longtemps puisque c'était des peintures qui étaient saines, qui n'étaient pas nocives par rapport à ça. Et donc, je trouve que c'est un bon exemple aussi de montrer que par l'innovation, on peut aussi avoir des impacts positifs sur l'environnement et sur le social. Complètement. Je rebondis sur ton exemple, Marine. J'ai en mémoire une entreprise bretonne qui fabriquait des cuisines. Et je me souviens à l'époque, je parle de ça il y a déjà une vingtaine d'années, un petit peu moins, en fait, elle avait réfléchi sur le passage à des peintures hydrosolubles à la place de peintures au solvant. Et à l'époque où l'utilisation de solvants dans les produits, en tout cas, était encore autorisée je me souviens, elle avait eu des très gros problèmes techniques de qualité parce qu'il il y avait des problèmes, hein, etc., etc. Elle a poursuivi ses efforts de développement, et ce qui fait que le jour où la réglementation s'est tendue sur comment dire, bah, les émissions de solvants et sur la composition des peintures, et ben, elle était en avance de phase et elle s'est démarquée par rapport à tous ses concurrents. Donc finalement, ce qui était pour elle au départ, j'allais dire, une innovation ou une source de contrainte, s'est transformé au bout de quelques années en un avantage concurrentiel très fort. C'était, pour ne pas les citer à l'époque, les cuisiniers. On va pouvoir passer à la suite. Sylvie de BDI a contribué à aider Algo à trouver son marché dans le cadre de 360 possibles. Je ne savais pas, c'est trop chouette comme histoire. Merci. Donc, on a aussi le pilier territoire. Donc, dans le pilier territoire, c'est un pilier qu'on connaît un peu moins, mais qui est intéressant aussi sur la dimension de solidarité. Ça peut être finalement comment l'entreprise peut contribuer à des causes d'intérêt général et peut contribuer au développement de son territoire. Erwan, est-ce que tu peux juste couper, si tu veux, le micro de la participante? Alors, je ne sais pas comment on peut faire ça. Alors, avec les 3 petits points sur l'écran, je ne sais pas si elle nous entend. Ça fait beaucoup de bruit. Ouais. Alors. Les 3 petits points. Ouais, super, c'est bon. Ouais, merci beaucoup. Donc, sur le pilier territoire, comme je disais, on peut retrouver comment on peut développer en fait, les compétences sur son territoire ou l'emploi sur le territoire. Ça peut passer aussi bien par les achats responsables, c'est un gros levier dans la RSE pour vraiment être dans l'opérationnel. Ça peut être aussi des partenariats locaux. Donc là, justement, le parcours transition, pour moi, ça en fait partie. C'est un grand partenariat avec beaucoup d'acteurs de la RSE, avec BDI. On peut aussi avoir des portes ouvertes. Moi, je travaille beaucoup avec les entreprises du bâtiment. Et ça, c'est une belle action de montrer comment, en fait, on fait ces métiers-là, comment on valorise aussi différents métiers ou des causes d'intérêt général, comme je disais, notamment le mécénat, le sponsoring. Et là, c'est aussi le moment où on peut voir aussi les sensibilités de nos salariés et choisir peut-être avec ces salariés une grande cause. Par exemple, à l'agence Déclic, on a une grande cause chaque année. Cette année, c'est l'égalité
des femmes-hommes, parce que c'est un sujet qui vraiment nous tient à cœur. Et donc, ensemble, on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place par rapport à cette grande cause et comment on peut se former aussi, nous, en interne sur ça. Et l'année prochaine, on va en choisir une autre en séminaire, on choisit de manière collective. Donc, je trouve que ça aussi, c'est super intéressant sur le pilier territoire. Et l'exemple ici, c'est Bureau du Cœur. Beaucoup d'entreprises commencent à justement s'intégrer dans cette dynamique de Bureau du Cœur, où en fait, on a tous des grands locaux et le soir, il n'y a plus personne. Et du coup, l'idée, c'est de permettre à des personnes qui n'ont pas de logement de pouvoir être hébergées le soir, le week-end, dans les locaux d'entreprise. Donc ça, c'est une action qui est super intéressante et il y a plusieurs entreprises bretonnes qui le font déjà. Et on peut passer à la suite pour garder un petit temps après de questions-réponses ou des réactions. Il y avait le pilier économique aussi, Erwan. Excuse-moi, Que tu l'as. Ouais, il me semble qu'on l'a pas. Ouais, on super. l'avait zappé. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Donc, sur le pilier économique, c'est finalement comment on va transformer nos modèles économiques, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et comment on va avoir des relations gagnantes-gagnantes aussi avec nos parties prenantes externes. Donc, ici, ça peut être la question de éthique des affaires, sur comment on va plus respecter nos fournisseurs et nos partenaires, être dans une relation de confiance. La notion aussi de satisfaction client, mais aussi de co-construction avec notre client, de comment on prend en compte vraiment ces attentes pour développer aussi des nouvelles offres plus respectueuses de l'environnement et de préoccupations sociales. Ça rejoint toute l'idée aussi d'innovation et les achats responsables qu'on peut aussi retrouver ici, donc aussi bien dans le pilier territoire que économique et aussi toute la partie éco-conception qu'on peut voir ici. Et là, l'exemple, c'est Lobodis, qui est aussi une entreprise bretonne, qui est une entreprise à mission, en plus, donc qui va assez loin sur ces sujets depuis des années, et qui est vraiment dans une logique de filière responsable et de commerce équitable, qui fait vraiment attention à l'ensemble de ses fournisseurs et partenaires, qui est vraiment dans cette logique de relation de confiance. Et aussi qui travaille avec un ESAT pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Voilà, qui va loin sur ce pilier économique, entre autres, dans le pilier gouvernance aussi, puisque c'est une entreprise à mission. Voilà un peu pour illustrer ce pilier. Alors sur ce sujet, notamment des ESS, les entreprises de l'économie sociale et solidaire, il y a des obligations réglementaires qui imposent d'avoir un quota d'heures travaillées pour des personnes en situation de handicap. Donc, les entreprises ou des toutes petites structures ou des plus grands groupes, enfin des plus grosses entreprises qui ont des difficultés à embaucher des personnes en situation de handicap par rapport à la spécificité de leur métier, peuvent tout à fait faire appel à de la sous-traitance sur différents sujets. Et cette sous-traitance rentre dans la comptabilisation des heures pour respecter la réglementation. Merci. Et puis, on va pouvoir passer à la conclusion avec deux éléments un peu sur la conclusion pour un peu se dire, finalement, la RSE, ça veut dire beaucoup de choses. Et en ce moment, il y a beaucoup d'éléments sur ce que c'est la RSE. Et ce qui est bon à savoir, à retenir, c'est qu'en fait, la RSE, c'est déjà une démarche progressive et que c'est personnel à chaque fois à l'entreprise. Donc là, c'est un schéma un peu pour vous montrer les types de RSE et de dire que la RSE, c'est pas que quelques petites actions, c'est vraiment là aussi pour transformer l'entreprise si on se projette dans quelques mois ou quelques années selon l'entreprise et d'avoir conscience des différentes étapes de maturité d'une démarche RSE. Bon, là, le titre est un peu provocateur, mais à la page ou à la trend, notamment en prenant en compte la loi Pacte et la DPEF, les entreprises vont être obligées d'aller encore plus loin dans ces réflexions-là et dans l'intégration de la RSE pour pas que ça soit une démarche secondaire par rapport à leurs activités. Donc, je vais aller assez rapidement, mais là, on a 4 niveaux. En tout cas, nous, à l'agence Déclic, on réfléchit un peu à comment on montre aussi la montée en maturité d'une entreprise. Il y a le niveau classique, on a quelques petites actions, un peu comme on dit, comme Monsieur Jourdain, on fait de la RSE sans le savoir, mais ce n'est pas structuré, il n'y a pas de reporting du tout. Après, structuré, c'est justement là, si vous êtes à cette phase-là, vous avez déjà identifié des axes de travail par vos enjeux prioritaires, commence à y avoir des actions, vous pouvez communiquer un peu sur cette démarche-là, mais la RSE n'est pas encore diffusée à l'ensemble de vos métiers. Et ça, c'est la phase 3.
et c'est ce qui va être imposé par la DPF et la CSRD notamment, c'est comment la RSE, en fait, elle est déclinée dans tous les services. Là, on est vraiment à cette phase-là dans la RSE en ce moment. Comment, en RH, en marketing, en finance, tout le monde prenne en compte ces enjeux RSE, que ce ne soit pas que le responsable RSE qui traite du sujet, et que ce soit lié aussi avec le modèle d'affaires. Donc finalement, que tout soit tourné autour de la RSE, qu'il n'y ait pas une démarche RSE, qu'en fait, la RSE, c'est dans le quotidien de l'entreprise. Et là, c'est une question de reporting qui est fiable. On a déjà des données pour vraiment montrer où est-ce qu'on en est. Et après, on a incorporé, où là, c'est vraiment le niveau plus, avec des entreprises qui sont vraiment tournées sur les sujets sociétaux, qui ont une raison d'être, qui ont un modèle d'affaires, qui vraiment, leur existence, c'est vraiment de répondre à des enjeux socio-environnementaux. Et là, on a un pilotage qui est au plus haut niveau et un reporting complet. On va pouvoir parler de comptabilité triple capital. On va vraiment avoir vraiment cette logique-là de rendre compte, mais à un stade très élevé. Donc sur ça, la partie CSRD, il y aura un atelier spécifique en juin sur cette dimension-là. Donc ça sera l'occasion de vous présenter un peu plus en détail. Et pour résumer un peu, vous dire finalement, si vous avez des questions sur que ce soit le sens profond de vos activités, sur l'implication des parties prenantes au juste niveau dans les décisions, c'est pas tout le temps prendre les décisions collectivement, mais savoir à quel niveau on va le faire, sur l'équité, la transparence par rapport à votre entreprise, aussi l'impact sur l'environnement qu'elle peut avoir, le développement du territoire et de faire différemment, d'innover. Clairement, la RSE est faite pour vous et c'est un très beau chemin à prendre. Donc, on est ravis de pouvoir vous accompagner dans ce chemin par le parcours transition avec tous les autres acteurs de la RSE. Et on peut vous présenter justement les éléments sur ça, sur le parcours transition. Hop, ce sera la page suivante. Ouais, encore après. Super, voilà. Donc, pour un peu vous représenter le parcours RSE, et puis vous l'aurez, mais ce parcours, il a vraiment été conçu pour justement des entreprises qui ont un niveau de maturité différent, aussi bien pour intégrer la RSE, pour structurer votre démarche, et aussi aller plus loin sur certains sujets. On parlait de la performance extra-financière, on vous a beaucoup parlé des nouveaux modèles économiques aussi. Il y aura un atelier spécifique sur ça et aussi des ateliers thématiques. Donc, vous pourrez retrouver tout ça. Vraiment, sentez-vous libre de vous inscrire à beaucoup d'ateliers parce qu'on le fait avec le cœur, tous dans ce parcours, avec la volonté de favoriser la montée en compétences sur la RSE, de vous apporter des réponses à des questions que vous vous posez peut-être sur certains sujets. Tout à fait. Oui, Je rebondis sur cette fresque-là pour féliciter PDI et comment dire, et la marque Bretagne sur cette thématique parce qu'ils ont réussi à relever le challenge de mettre autour de cette thématique de la RSE l'ensemble des parties prenantes de notre territoire, de faire travailler des entreprises qui, sur certains sujets, peuvent être en concurrence sur des thématiques. On travaille tous ensemble, la main dans la main, et vraiment, grâce à une animation, une coordination de la part de l'équipe de BDI qui est remarquable. Et je pense que ça fait le consensus, hein. 100%, on peut dire ça, hein, 100% des entreprises qui ont participé au parcours ont été extrêmement satisfaites, hein. oui, effectivement, je rebondis sur vos remarques, Marine et Erwan. Un grand merci à vous aussi, hein, parce que sans vous, ce parcours de transition ne pourrait pas avoir lieu. Merci pour vos expertises et puis merci pour la qualité et votre bienveillance. Effectivement, on a monté le parcours transition. Donc là, on est sur cette 3e édition. Vous avez différents formats pour continuer à vous former. Effectivement, vous avez des ateliers de montée en compétences. Donc, c'est des ateliers à la carte sur de la stratégie globale, exactement comme le webinaire auquel vous venez d'assister, mais également donc, sa performance extra-financière, les modèles économiques, mais aussi le 30 mars prochain, intégrer la RSE dans sa stratégie d'entreprise. Donc, les premiers pas, les enjeux, les plans d'action. Là, c'est vraiment la suite en fait de ce webinaire qui était une initiation pour découvrir la RSE. Demain, à Saint-Brieuc, vous pourrez approfondir le sujet. Et d'ailleurs, en tant que participant au webinaire, on vous offre achetez une place offerte. Au moment de l'inscription, surtout, vous mettez bien dans les commentaires
le petit code promo webinaire RSE. Comme ça, nous, on sait que vous avez assisté et que vous pouvez bénéficier de cette offre-là. Vous avez également des sujets thématiques, hein, si vous avez des problématiques, si vous rencontrez des problématiques dans vos entreprises, voilà, la marque employeur, numérique responsable, bas carbone, etc. Faut pas hésiter aussi. On a donc ces ateliers sont payants, mais on met en place des formules aussi dégressives, une formule à 3 ateliers, formule illimitée, etc. Et au-delà des ateliers, on a également 2 formations. Le cursus RSE et transition qui, là, va s'adresser à tout référent RSE débutant. Donc, c'est un programme qui a été co-construit avec les Closers, qui est un spécialiste de toutes les méthodes d'intelligence collective. Donc, en fait, ce serait encore une approche totalement différenciante de la RSE. Les places, il reste encore des places. Ça commence le 28 mars. C'est sur 5 journées, voilà, qui vous sont indiquées. Et puis, un petit peu plus tard dans l'année, on a une autre formation qui, là, va s'adresser plus à des experts RSE. Comme ça, on voit vraiment tout le cycle qui, lui, est en cours de construction avec Rennes School of Business. Donc, n'hésitez pas, on va vous remettre le lien dans la discussion, mais également dans le mail de remerciement à l'issue du webinaire pour voilà, obtenir toutes ces informations-là. Merci Aurélie. Merci. Et peut-être, Erwan, si tu peux mettre le QR code, s'il te plaît. Yes. Super, pour justement, on parlait de satisfaction tout à l'heure, si vous avez juste un tout petit peu de temps pour répondre aussi à ce questionnaire de satisfaction, de savoir si ça bien correspond à vos attentes. Je ne sais pas si vous voulez introduire, Marine, si tu veux peut-être ajouter le lien. Tout à fait, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et voilà. C'est parfait. Merci en tout cas N'hésitez pas parce que c'est aussi grâce à vos réponses en fait qu'on peut en face vous offrir des choses qui vous correspondent. Donc c'est vraiment très important d'avoir vos retours. En tout cas, on reste à votre écoute, à votre disposition et on espère vous croiser aux différents événements et ateliers organisés tout au long de cette année. En tout cas, merci beaucoup Marine et Erwan. Est-ce que vous acceptez que je partage vos coordonnées auprès de nos participants? Avec plaisir. Ouais. Super, comme ça vous allez pouvoir continuer les échanges. En tout cas, je vous remercie beaucoup encore pour la qualité de votre expertise. C'est toujours un plaisir de vous entendre et puis ça donne envie d'aller beaucoup plus loin sur le sujet. Donc, c'est vraiment top. J'espère en tout cas que vous, participants, vous avez en tout cas appris énormément de choses et que ça vous a donné aussi envie d'aller un petit peu plus loin. Et comme Erwan et Marine viennent de le dire, nous aussi, côté BDI, côté Marque Bretagne, on se tient à votre disposition. Merci à tous, c'était un plaisir d'échanger avec vous par le chat et Klaxoon, et puis au plaisir de vous revoir. À très bientôt. À très bientôt tout le monde, merci beaucoup.